Le bon plaisir. Mon enfance, c'est quelque chose de très précieux pour moi. De René Girard. Moi, je me suis développé assez tard. J'avais besoin de solitude, au fond, parce que mon milieu, au départ, était un peu derrière des gens comme René Char, mes amis de lycée qui s'intéressaient à la littérature. Il y avait des restes de surréalisme. Et au fond, c'est pas mon attitude, parce que le surréalisme est toujours en train de court-circuiter le sens. Et c'était très contraire aux formes d'analyse qui m'intéressaient. Je me souviens, le seul livre que j'ai vraiment lu à l'époque, avant de partir pour les États-Unis, c'est Proust. Et j'étais fasciné par Proust. Et lorsque j'ai parlé de Proust à mes amis qui étaient restés sous l'influence du surréalisme, ils étaient choqués, n'est-ce pas? Proust n'était pas du tout à la mode. Il est redevenu à la mode beaucoup depuis. Mais à ce moment-là, il n'était pas à la mode. Et je me souviens, c'était la bibliothèque de près de mon père qui avait fait une des premières bibliothèques de près de province. Et il y avait Proust, et je m'étais mêlé à Proust, ce qui inquiétait un peu ma famille, parce que ça paraissait une lecture un peu dangereuse, c'est un peu inquiétante. Un peu malsaine, peut-être, d'un point de vue. Oui, hein, à partir de 7 ans, je n'ai jamais appris que par moi-même. Ça, c'est une chose. J'ai encore aujourd'hui le livre, une adaptation du roman du renard, où j'ai découvert un beau jour, pas très tôt, mais peut-être à l'âge de 7 ans, que je savais lire. Je me souviens, et au fond, le travail intellectuel me donne toujours cette impression. Je vois la page, n'est-ce pas, je l'ai, où tout à coup je me suis rendu compte que ça faisait du sens, vous voyez, je veux dire, et une impression absolument extraordinaire. Et c'est pas en classe que ça s'est produit, c'est tout seul, vous voyez, en regardant les lettres, etc. Et au fond, mon expérience tout entière était comme ça. J'ai passé une vie de professeur et je ne crois pas du tout à l'enseignement. Je crois qu'on apprend seul. Enfin, et ça aussi, c'est contraire à ma vision des... Mais j'ai l'impression que l'enseignement est généralement très mal fichu. Les étudiants en général le craignent au début, René Girard, parce qu'ils se disent on est quand même devant un des grands esprits de notre siècle. Et puis, devant sa candeur, son côté un peu lycéen, eh bien, subitement, il découvre un René Girard tout à fait humain, fraternel, je dirais. Dans vos livres, sur les couvertures de vos livres, ou bien dans les articles de presse, il n'y a toujours qu'une seule photographie de vous, toujours la même. Vous n'avez pas de photographie? Non, c'est dû à mon peu d'intérêt peut-être pour la publicité. C'est une photo qui a été prise, je me souviens exactement, dans le bureau du département de français de l'université de Buffalo dans l'État de New York. Et alors je l'ai donnée chez Grasset, puis ensuite elle a circulé. Et comme c'est au même moment, vers 78, que tout a été publié, elle a été utilisée énormément. Vous l'aimez cette photo? Non, pas particulièrement. Surtout là, elle est très mauvaise parce qu'elle est trop noire. Vous avez les yeux très cernés sur cette photo. Elle est, dans son état originel, elle n'était pas aussi mauvaise que ça. Et tout de même, on se rend bien compte à quel point vous avez un large front, un front très haut. Vous croyez, oui. Et un sourire narquois. Je ne me souviens pas trop de mon état d'esprit à ce moment-là, mais elle a été prise pour des raisons purement universitaires, là, je crois. Et j'étais loin de me douter qu'elle ferait une carrière en France. Where you go? Comment vous vivez? Comment est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer votre cadre de vie? Moi, je suis presque toujours à la maison. Je vais à l'université après-midi. Moi, je me lève à 4 heures du matin. Je fais le café pour tout le monde. Je prends mon petit déjeuner. Je lis mon New York Times. Et je me mets à travailler jusqu'à midi, 1 heure de l'après-midi. Puis à 2 heures, je vais à l'université. Et là, je vois des gens jusqu'à 4-5 heures, c'est-à-dire pas très longtemps. Et puis je rentre chez moi et je m'endors devant la télé.
c'est un peu mon genre de vivre. C'est ça que j'aime faire. Moi, je suis très casanier. Je déteste les voyages, le tourisme, etc. Change away. All the teachers. Je crois que les intellectuels, lorsqu'ils vieillissent, il y en a de deux types. Vous savez, il y a ceux qui se lèvent le matin très tôt, et de plus en plus tôt, et puis il y a ceux qui se couchent de plus en plus tard le soir. Mais les uns et les autres, en même temps, sont très analogues. Ces deux types qui se ressemblent beaucoup. Vous n'avez pas une vie mondaine? Très peu, mais en fait, on a beaucoup plus de vie mondaine qu'on en avait à Baltimore parce que les gens vont en Californie. Vous voyez, les gens vont en Californie, alors ils visitent, ils veulent vous voir. Et puis bien sûr, ces dernières années, je suis quand même un peu plus connu. Bien. Alors, il y a beaucoup de visiteurs. Puis maintenant, on a quand même des jeunes gens qui viennent, on a un petit groupe interdisciplinaire. Et alors, ça prend du temps, mais c'est amusant. On fait des déjeuners avec eux, on a eu un peu d'argent. Et on a un petit groupe comme ça. Et ce sont au fond les activités qu'une université devrait avoir. Voilà, l'université américaine est faite pour ça. Mais bien souvent, ça n'existe pas. Mais nous, en ce moment, on l'a. On l'a, et c'est peut-être la seconde fois dans ma vie, parce que pour que la vie intellectuelle marche bien, c'est très très difficile. Vous savez. Parce que les rapports, généralement, entre intellectuels sont tellement mauvais. C'est tellement difficile, vous savez. Ou alors, si les rapports sont bons, c'est parce que les gens ne s'intéressent pas aux mêmes choses. Sinon, ils sont rivaux. Sinon, ils sont rivaux, ou alors, oui, ils sont rivaux, et puis ils développent des trucs. Alors, c'est assez difficile. Vous vivez dans une villa? Oui, on vit dans une villa, en fait, qui est vraiment du super moderne américain, style 1955. Et c'est des maisons vraiment des boîtes d'allumettes, vous savez, avec du goudron dessus, c'est des cabanes, mais c'est superbe, c'est tout en verre. Et puis le jardin est très beau quand même, moi je m'en occupe pas, alors ça pousse, c'est terrible. Mais il y a quand même, en Californie, les choses poussent si bien qu'il y a toujours des fleurs, quand même. Oui, presque toujours des fleurs. Est-ce que ça vous arrive de sortir vous promener, d'aller vous baigner, d'aller à la mer, sur la plage, etc.? On va à la mer, on est à peu près à 20 km, vous savez, il faut passer les collines, et alors là, il y a beaucoup de séquoias, mais pas des très vieux. Et on va voir la côte, et généralement, c'est quand il y a des visiteurs. Mais est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas de loisirs? Ça veut dire, j'ai des loisirs étranges, parce que alors, enfin, j'ai des loisirs, je cesse de travailler à midi. Oui, je travaille que 4 heures à midi, le reste, à mon avis, c'est vraiment des loisirs. Mais on voit des gens, enfin, je vois ma famille, oui, j'écoute des disques, quand même, mais souvent en travaillant. Oui, non, j'ai beaucoup travaillé, parce que j'écris très très lentement. J'écris très lentement et de plus en plus lentement. Puis surtout, là, ces derniers temps, j'écrivais en anglais, vous voyez. René Girard a une image un peu compliquée aux États-Unis, puisqu'il est à la fois un littéraire et en même temps un philosophe, un anthropologue. Et en même temps, quelqu'un qui tend dans ses travaux à avoir une idéologie religieuse. Et donc aux États-Unis, il est perçu un petit peu à travers cet amalgame de cette composition, si vous voulez, complexe, mélangée. Mais il est perçu comme un grand penseur, quelqu'un qui, en quelque sorte, appartient à la génération de philosophes comme Lévi-Strauss, Michel Foucault. Mais il y a tout de même une méfiance particulière à son égard. Il y a une méfiance à son égard qui vient, je crois, de son catholicisme avoué, de la façon dont il a tendance à recourir aux religieux pour parler de la violence de nos sociétés, des affrontements entre les hommes. Le milieu universitaire a tendance à être un milieu particulièrement athée, qui évite la religion, le religieux. Et quand même, les gens attendent ces derniers livres. Il est invité régulièrement pour des conférences dans les grandes universités. Sa réputation ne baisse pas, ne diminue pas. Il y a une attention constante qui est portée vis-à-vis de son travail. Alors qu'aux États-Unis, en France plutôt, je ne sais pas si cette réception est aussi soutenue qu'aux États-Unis. Je crois que les années passées aux États-Unis ont un petit peu changé, peut-être René Girard. Mais aux États-Unis, il est considéré malgré tout comme un penseur français.
C'est dû sans doute à son intérêt pour tout ce qui concerne les rapports de désir, qui renvoie tout de suite dans le contexte français à des gens comme Lacan, etc. Et puis peut-être, malgré tout, je dirais au-delà de ce qui est français chez lui, peut-être il y a une sorte d'européanisme de la pensée girardienne, mensonge romantique et vérité romanesque, englobe non seulement des romanciers français, mais des romanciers russes. Girard s'intéresse beaucoup à Wagner, à Nietzsche. Je crois qu'il y a quelque chose d'européen dans sa pensée. Par contre, le sérieux, la dimension universitaire de son travail reste, je crois, très américain. J'ai commencé par lire La violence et le sacré, que je dois dire je n'ai pas très bien compris. Et un de mes amis et collègues, Paul Dumouchel, un philosophe canadien, m'a conseillé de lire son premier livre, Mensonge romantique et vérité romanesque. Et c'est là que pour moi, tout s'est éclairé. Jean-Pierre Dupuis, économiste et philosophe. Dans l'œuvre de Girard, il y a deux parties, qui pour lui forment une continuité. La théorie mimétique et la théorie sacrificielle. Bon, la théorie mimétique, c'est une théorie des comportements humains, qui repose sur un postulat, au fond, à savoir que l'homme, c'est n'importe qui, désire ce que les autres désirent, ou plus précisément ce qu'un tel autre, son modèle, son médiateur, désire. Et ce que Girard montre dans ce premier livre, Mensonge romantique et vérité romanesque, c'est que ce désir mimétique, comme il l'appelle, c'est-à-dire ce désir par imitation, engendre nécessairement la violence. Et on comprend pourquoi. Si je désire ce que mon modèle désire, mon modèle se trouve automatiquement transformé en un obstacle, puisque nous devenons des rivaux. Mais nous ne sommes pas des rivaux au départ, donc il est faux de dire, comme certains lecteurs parfois le pensent, que pour Girard, au départ, il y a la violence. Non, au départ, il y a l'imitation. L'imitation d'un modèle. Donc la relation à l'autre est avant tout un rapport de fascination, et non pas un rapport de violence. Mais par le fait même que je désire ce que mon modèle désire, nous devenons rivaux. Ça, c'est la théorie mimétique. Et ça, je l'ai vraiment compris en lisant ce premier livre de Girard, qui se présente pourtant comme un livre de critique littéraire, une analyse de romans. Mais parce que pour Girard, il y a cette idée que la littérature en sait beaucoup plus que les sciences humaines sur tout cela. Et le premier livre que j'ai lu donc de lui, La violence et le sacré, porte sur la seconde phase de l'œuvre de Girard, à savoir la théorie sacrificielle. Et je conseillerais, moi, au lecteur, de commencer par le premier livre, Mensonge romantique, car je crois qu'on ne peut comprendre la violence et le sacré qu'en ayant vraiment compris la théorie du désir mimétique. Vous avez commencé par l'analyse des grands textes de la littérature, en particulier Don Quichotte, oui. Stendhal, Flaubert, Dostoïevski, Proust. Comment en êtes-vous arrivé à faire cette recherche d'une anthropologie fondamentale que vous voulez rénover? C'est un peu mystérieux. Écoutez, le concept fondamental, dont j'avais un peu peur, au fond, dont je me méfiais à l'époque de Mensonge romantique, de vérité romanesque, c'est le désir mimétique. Mais c'est même pas le désir mimétique. L'imitation du désir, c'est le fait que si les individus qui se prennent mutuellement pour modèle, d'abord que ce désir peut être mutuel, réciproque. Et ça, c'est encore une différence prodigieuse. Et à partir du moment où il devient réciproque, c'est-à-dire où les deux individus qui s'imitent sont dans la même sphère de vie, il est rivalité. Il est rivalité automatiquement. Et il est une rivalité qui tend à ne pas se comprendre, ou à s'interpréter en termes de différence, et non pas de même désir. Oui, si vous êtes en rivalité avec quelqu'un pour n'importe quoi, métier, amour, n'importe quoi, n'importe quel objet, ce désir vous rend semblable à votre rival. Mais vous allez essayer d'éviter cette identité, de la penser comme différence. Et vous vous inventerez aussitôt une idéologie qui vous permettra de dire que vous vous bagarrez à cause de la différence et non pas à cause de l'identité. Alors prenez la tragédie tout de suite, ça y est. La tragédie, c'est les jumeaux. Éthéocle et Polynice, hein. Ils sont nés en même temps, on ne peut pas les distinguer, et ils ne peuvent pas partager l'héritage de leur père. L'héritage de leur père, c'est Thèbes. Ils décident de régner une année chacun, n'est-ce pas? Et la tragédie, si vous voulez, doit s'interpréter en termes de ce désir. Plus nous essayons de penser notre conflit en termes de réciprocité, plus je vous imite, plus vous m'imitez, etc., plus
plus les choses sont semblables des deux côtés, plus nous essayons d'échapper à cette identité qui nous exaspère. Voyez. Alors lorsqu'on pense à ça, on pense tout de suite à des tas de mythes où le même ressurgit, où le même obstacle ressurgit au tournant. Voyez, où le diable dans Dostoïevski, toutes sortes de ça, c'est ce retour de l'autre qui, au moment où il devrait être différent, il est le même. Et il n'apparaît jamais là où il devrait, n'est-ce pas? Cette pensée de la différence échoue devant le même. Alors, moi, pendant longtemps, j'ai vu ça, bien sûr, dans la littérature. Et puis, je parlais d'écrivains, au fond, qui n'avaient pas de contact avec le mythe, parce que c'est peut-être caractéristique du roman moderne, qu'il n'a pas de contact trop direct avec la mythologie. Cervantes, Dostoïevski n'avait pas, Stendhal, Flaubert, Proust, vous voyez. Et pendant longtemps, moi, je ne me rendais pas compte qu'il allait y avoir des prolongements anthropologiques. Mais c'est un ami à moi, c'est en fait un ancien étudiant, qui s'appelait Donato, un type d'origine italienne, Eugenio Donato, qui me dit: tu devrais aller vers l'anthropologie, parce que tu vas voir le désir mimétique. Qu'est-ce qu'il y en a là-dedans, me semble-t-il. Il m'a fallu 2 ou 3 ans pour l'écouter. J'ai écrit une mensonge romantique, ça paru en 61, et c'est sans doute... Et à ce moment-là, j'avais tendance à raffiner sur le désir mimétique. Et puis tout à coup, je me suis mis à lire du Lévi-Strauss. Et après Lévi-Strauss, j'ai lu les grands ethnologues anglais, Fraser, vous savez, le Rameau d'Or. Alors ce qui me frappait, c'est qu'il n'y a pas de science ethnologique, il n'y a pas de langage scientifique, parce qu'il y a 1000 théories, mais elles ne s'accordent pas. Et alors c'est là où j'ai commencé à prendre conscience, enfin, où j'ai cru prendre conscience, que c'était toujours le désir mimétique. C'était toujours les rivalités mimétiques qui étaient là dans les rites. Mais vous dites en plus du désir mimétique, rivalité. Je crois que le plus intéressant dans le désir mimétique, c'est que il montre que l'imitation est à la fois quelque chose de constructeur dans la culture. Il n'y aurait pas de transmission culturelle si les enfants n'imitaient pas leurs parents, leurs maîtres, il n'y aurait pas de culture. Et qu'en même temps, le mimétique peut être destruction de cette même culture au moment où il devient rivalité mimétique. René Girard, de votre théorie du désir mimétique, il y a en plus de Platon ou d'Aristote, puisqu'on peut penser à eux, le désir d'appropriation. C'est-à-dire que vous dites qu'il voilà. y a toujours le désir d'appropriation. C'est-à-dire que moi, Shakespeare m'a beaucoup appris là-dessus, parce que le désir mimétique, ça fait un peu rire, je veux dire, parce que c'est l'imitateur, c'est le snob, c'est le vaniteux, etc. Chez Shakespeare, c'est plutôt les 2 amis d'enfance. Ils aiment les mêmes choses, ils ont été élevés ensemble, ils ont les mêmes goûts, et s'ils ne désirent pas la même chose, ils ont l'impression que quelque chose ne va pas dans leur amitié. Et chacun essaye de persuader l'autre qu'il doit aimer ce qu'il aime. Et tout à coup, il y a une femme entre eux. Et ils continuent à se conduire de la même manière. Chacun veut que l'autre, dit littéralement à l'autre, aime-la parce que je l'aime. Et alors évidemment, c'est la jalousie, c'est l'envie, Et ce qui est extraordinaire chez Shakespeare, c'est que le mystère fondamental de l'humanité, pour lui, je dirais, c'est la continuité, là, entre l'amour et la haine. Et que le plus grand amour, d'une certaine manière, désirer la même chose, c'est la haine. C'est une question de l'objet. Et lorsqu'on élève les gens, on leur dit jamais, vous allez rencontrer ça dans votre vie. Un beau jour, le meilleur copain risque de devenir le rival. L'éducation ne le dit pas. Et on sent que c'est le traumatisme principal chez quelqu'un comme Shakespeare. Cette dialectique entre l'imitation et la distinction est évidemment au cœur de la théorie girardienne du désir mimétique. Mais il y a dans le premier livre de René Girard une distinction qu'il a malheureusement oubliée par la suite. La distinction entre la médiation externe et la médiation interne. Alors la médiation externe, c'est lorsque j'imite un médiateur qui est au-dessus de moi. Au-dessus de moi, socialement, culturellement, psychologiquement. Un père, par exemple, ou un maître, ou un professeur, ou un héros, etc. La médiation interne, c'est lorsque j'imite quelqu'un qui est profondément mon égal, socialement, culturellement, psychologiquement, etc. C'est une distinction fondamentale dans le premier ouvrage, et on peut comprendre facilement pourquoi. C'est que la médiation interne, on voit immédiatement pourquoi, dans la médiation interne, le désir mimétique devient rivalité. C'est que, si nous sommes égaux, les objets que me désigne mon modèle comme étant désirable,
me sont accessibles et nous devenons immédiatement rivaux. Dans la médiation externe, mon modèle est si au-dessus de moi que ce qu'il me désigne ne peut être qu'une ligne générale. Bon, je ne marche pas immédiatement sur les brisées de l'autre en l'imitant, n'est-ce pas? Si c'est par exemple mon père ou si c'est un professeur, il m'apprend à bien faire des mathématiques, à bien lire un texte, etc. Et nous ne devenons pas des rivaux. Ça peut devenir. Bon, le cas où le disciple devient aussi fort que son maître et le dépasse, et ceci se transforme en rivalité, est un cas tout à fait fréquent. Mais ça n'est pas immédiat. Bon. Moi, je crois qu'on peut imiter sans que ça se transforme immédiatement en violence, si on reste dans le cadre de la médiation externe. Hein? Mais évidemment, dire cela, ça peut paraître aujourd'hui un petit peu conservateur, parce que ça revient à valoriser les pères, les maîtres, les professeurs, les modèles, etc. Il y a un autre type de médiation dont Girard parle, c'est la médiation réciproque. L'exemple qu'il donne d'ailleurs est très très connu, puisque c'est tiré du Rouge et du Noir. Et c'est à partir de ces deux hommes, M. de Rênal et M. Valenod, qui désirent tous les deux avoir Julien comme précepteur, parce que chacun croit que l'autre a envie que Julien soit le précepteur de la famille, alors qu'aucun des deux n'y pense au premier abord. Est-ce que cette médiation réciproque peut être la métaphore peut-être du monde économique et de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde économique contemporain? Tout à fait. Alors cette figure, je crois, est absolument fondamentale. C'est, je pense d'ailleurs, la clé de voûte de l'œuvre gérardienne. Il l'appelle la médiation double. C'est donc le cas, comme vous l'avez très bien dit, où ego et alter ego, moi et l'autre, nous nous imitons mutuellement. Mais alors qu'est-ce que nous imitons? Quel objet va jaillir de cela? On serait tenté de dire rien. Et en fait, par le mécanisme que vous venez de décrire, il y a un objet qui jaillit. Mais ça commence, toujours le commencement de ce mécanisme, c'est un presque rien, une lubie, une représentation. C'est de Rênal qui imagine que Valenod veut prendre Julien comme précepteur pour ses enfants. Bon, mais ceci se passe dans la tête de M. de Rênal. C'est une représentation. Mais c'est une représentation qui va devenir vraie parce que de Rênal réagit, fait le premier pas, indique par là même à Valenod l'objet désirable. Valenod imite de Rênal et par là même montre à de Rênal que de Rênal ne s'était pas trompé. C'est ce qu'on appelle en sociologie américaine une prophétie autoréalisatrice. Une représentation qui est vraie, non pas parce qu'elle était vraie objectivement, mais parce qu'elle a produit des réactions qui l'ont fait devenir vraie. Alors nous avons montré, un de mes collègues et moi, André Orléans, que ceci était au cœur de la théorie, par exemple, de la spéculation financière. Sur un marché financier, c'est exactement ce qui se produit, n'est-ce pas? Keynes, le premier, avait bien vu que sur un marché financier, lorsqu'on est dans une incertitude totale sur les titres qu'il faut acheter, la conduite rationnelle consiste à imiter ce que fait l'autre. Mais ceci est vrai de chacun. Donc chacun imite chacun. Qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit des objets par le même mécanisme, précisément. Alors, tout commence par des rumeurs. X doit penser que ceci est bon et qu'il faut l'acheter. Donc, je l'achète. Mais par là même, je désigne à X ce qu'il faut acheter. Et c'est ça qui permet de comprendre comment peuvent émerger des marchés financiers, mais aussi d'autres types de marchés, une objectivité, mais une objectivité qui n'était pas déjà là, une objectivité qui est une véritable création de cette imitation croisée. Donc, avec ce mécanisme fondamental, on a l'explication même de la création des objets par le monde humain. Les objets ne préexistent pas, ils sont produits par ces désirs croisés. Ce que je trouve absolument fascinant, c'est que la critique littéraire et l'univers du roman puissent vous aider à comprendre le monde économique. Oui, mais ça, moi, je partage l'idée de Girard que le monde humain est profondément un et que toutes les disciplines devraient être convoquées, comme on dit aujourd'hui, pour essayer de résoudre les énigmes qu'il nous propose. Donc moi je crois profondément à l'interdisciplinarité. Le problème c'est que l'interdisciplinarité est souvent le lieu où les charlatans déploient leurs talents, mais ce n'est pas une raison pour ne pas la pratiquer. Donc comme Girard, je suis en faveur d'une interdisciplinarité exigeante et rigoureuse. Et à ce moment-là, mettre ensemble la littérature, l'économie, la sociologie et l'anthropologie ne me paraît pas absurde, au contraire.
On a même un prix Nobel de littérature de l'Europe de l'Est. Mais il est là. Bien sûr. Ah oui. Oui, il était là au dîner lorsque... Je l'aime beaucoup. Oui, on le voit là au consulat français souvent. C'est un homme très fin. Oui. Je l'aime. Et il enseigne à côté, à Berkeley, je crois, qui est tout près de là. Voilà, c'est une autre motif pour vous d'y aller. À l'occasion de ce bon plaisir, découverte mutuelle entre deux hommes qui ne se connaissent qu'à travers leurs œuvres, René Girard et Milan Kundera. Il y a une nouvelle que je n'aurais pu écrire si j'avais lu votre livre sur le roman avant, parce que vous parlez du désir qui est toujours inspiré par le désir de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Docteur Haver, 10 ans ou 20 ans après, où il y a un grand coureur de femmes qui est admiré par un jeune adepte à ce jeu érotique, et il dépend tellement des jugements de son modèle qu'il est capable d'être seulement avec les femmes que celui-ci lui recommande. Ce grand Don Juan est tellement sadique qu'il lui toujours recommande les femmes absolument laides. Au contraire, quand une jeune fille est belle, elle dit non, ça ne vaut pas la peine. Et il obéit complètement. Alors, je me suis dit, alors c'est presque la caricature. J'aime d'ailleurs cette nouvelle, de ce que vous avez écrit. Alors, si j'avais lu votre livre, j'aurais été bloqué. Je me suis dit, alors maintenant tu fais une illustration de ce qu'a écrit René Girard, n'est-ce pas? Alors j'avais double plaisir de vous lire et de vous lire trop tard. Mais est-ce qu'elle existe en français? Par exemple, ce que vous dites, c'est la politique, n'est-ce pas? C'était exactement parce que j'étais très impressionné par ce que vous avez écrit sur Standard. C'est à la fois un écrivain très fasciné par la politique, mais dans ses attitudes personnelles apolitiques, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Deuxièmement, on peut comprendre la politique seulement si on n'est pas politologue, parce que le vrai mystère de la politique se trouve par-delà la politique. Et c'est ce qui nous intéresse, que vous êtes intéressé par cela, et un roman c'est aussi intéressé par cela. En troisième lieu, on peut dire que si on interprète Stendhal ou un romancier qui est fasciné par la politique, du point de vue politique, on le détruit, n'est-ce pas? Ou bien une autre chose, quand vous parlez de Stendhal et vous dites une chose tellement simple, n'est-ce pas? Les choses importantes sont toujours simples. Et vous dites, mais la pensée de Stendhal, c'est ses romans. C'est complètement non conformiste. Parce que qu'est-ce que fait toujours la critique littéraire, la théorie littéraire, l'historiographie littéraire? Elle cherche une clé pour une œuvre au-delà de cette œuvre. Par exemple, dans les carnets, dans les lettres, n'est-ce pas, dans la biographie, dans le premier amour, je ne sais pas où, pour trouver la clé pour un roman. Et mais tragiquement erroné. Parce que le romancier est vraiment intelligent dans ce roman. Ce qu'il dit à côté, ça pourrait être intéressant comme une curiosité, mais pas plus, n'est-ce pas? Alors c'était cette inspiration, comme je dis, qui est heureusement venue trop tard, parce qu'autrement je me sentirais comme un éclectique, un épigon, ce qui n'est jamais agréable. Moi, ce que je ressens dans la lecture de René Girard, c'est qu'il retrouve dans votre œuvre presque une anthropologie. Enfin, dans vos romans. Je crois que l'art du roman, c'est l'anthropologie, c'est une forme d'anthropologie. Et les vrais romanciers reprennent toujours les mêmes choses, mais à un niveau différent, qui est parfois très difficile à définir. Je sais que si je réécrivais mon livre sur le roman dont vous parlez, vous seriez là. Et il y aurait d'autres romanciers aussi qui seraient là. Il y aurait Virginia Woolf, en particulier, je ne sais pas si vous connaissez Les Vagues, The Waves, n'est-ce pas? Mais si vous parliez dans un ouvrage que vous réécririez de l'œuvre de Milan Kundera, quelle thématique est-ce que vous mettriez en valeur dans l'œuvre de Kundera? Il me semble que justement, ce fait que, Dieu sait si Milan Kundera n'est ni réactionnaire ni autre chose, mais il y a en lui quelque chose qui s'insurge profondément, probablement contre
le mensonge le plus grand aujourd'hui, c'est qu'on peut échapper au mal par des moyens politiques, des recettes, ou en s'asseyant par terre, peut-être en étant joyeusement copains, comme certains personnages, la femme de Franz, vous voyez, ou la longue marche, la grande marche, ou toutes sortes de choses, mais que l'homme est tellement bon fondamentalement que ce sont toujours les autres qui le rendent mauvais et que on va réussir une bonne fois pour toutes de se débarrasser du mal et après on sera dans le bien parfait, n'est-ce pas? Vous dites, l'univers communiste réel est plus vivable que ce rêve-là. Oui, absolument. Ah, ce sont les cyclopes. Et s'imaginant aux prises avec les géants de l'Etna, il frappe, il massacre sa femme et ses enfants. Carnage. Et maintenant, repu de sang, il est là, effondré, les bras en croix, sur le dos. Et il dort. Incroyable sommeil. Sommeil affreux. Pauvre Héraclès. Un malheur plus grand que le sien. Non, je n'en connais pas. Votre idée, c'est donc de dire que toute la culture est fondée sur la violence. Il y a seulement deux thèses, à mon avis, sur la culture. Il y a Voltaire, qui dit que le religieux est le parasite de toutes les institutions humaines. Ce religieux est partout. Alors, de deux choses l'une, où le religieux vient après, et les prêtres fourbes et avides parasitent toutes les institutions humaines, comme dit Voltaire, qui était très fort par beaucoup de côtés, ou bien c'est le contraire. Le religieux est premier, et toute la culture sort du religieux. Et ça, c'est ma thèse. Mais c'est d'abord, avant moi, la thèse de Durkheim. Je pense que Durkheim aurait été très intéressé par ce que je fais, et lui, il dit que le rite a dû naître dans l'effervescence des groupes. Effervescence, ça veut dire bouillir, c'est un mot très fort. Mais il n'a pas le mécanisme de la victime, c'est-à-dire le mécanisme du sacrifice. Je pense que l'apport de ma thèse en ethnologie, c'est de donner une explication par le comportement humain, le rassemblement mimétique contre des victimes. Comment vous êtes arrivé à cette thèse? Moi, je cherche toujours à interpréter les choses. Vous voyez, alors j'ai lu beaucoup de rites et j'ai découvert, effectivement, avec l'ethnologie du XIXe siècle, que la violence est au cœur des institutions religieuses, de l'humanité tout entière, et que cette violence prend généralement, ou trop souvent, la forme d'une unanimité violente contre une victime, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas là quelque chose de très important. D'universel. C'est ce que Freud pensait. Vous voyez, alors Freud, c'est ça la thèse de Totem et Tabou, où il pense à ce père préhistorique qui a été massacré par ses fils. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Puis lui pensait en termes d'une chose unique, oui, ce qui est une impossibilité, bien sûr, d'une chose unique qui serait répercutée dans les rites de l'humanité entière. Ça, c'est pas possible. Ce serait le souvenir, en quelque sorte, n'est-ce pas, la remémoration. Moi, je pense qu'il y a vraiment un mécanisme, parce que nous voyons fonctionner ce mécanisme sous des formes très atténuées. Le moindre commissaire de police qui connaît son affaire sait qu'une foule paniquée ou furieuse ne va pas se calmer sans quelque forme de violence. Et si vous regardez, là encore, le plus éclairant, ce sont les grands textes antiques. Le personnage d'Ulysse, pourquoi il est le grand politique? Parce que c'est celui qui sait le type de victime et le moment où il faut offrir une victime en pâture à la foule. Vous regarderez, c'est le personnage sacrificiel par excellence. Le sacrificiel précède le politique. Françoise Gronde. Les formes violentes, on les trouve dans le langage, on les trouve aussi dans la représentation effrayante du suprahumain. Je parle de l'Afrique, je parle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou je parle de l'Inde anté-hindouiste, n'est-ce pas? Et l'aspect de l'incarnation du divin est toujours quelque chose d'horrible. Les traits sont tirés, les proportions sont déformées, l'échelle humaine est perturbée aussi.
Et là, dans ce système de représentation, nous pouvons, dans une certaine mesure, rejoindre des formes de représentation contemporaines dans l'essai de mythification, n'est-ce pas, contemporain. Tous les films de fiction que nous voyons, toute l'imagerie actuelle est orientée aussi vers le terrifiant. C'est vrai. Regardez la construction des machines de mort, toutes ces choses qu'on nous présente comme étant des merveilles technologiques sont en fait destinées à nous glacer le sang dans les veines. Le monstrueux lui-même fait partie d'une expérience qu'on retrouve qui est le télescopage de formes différentes, des parties prises ça et là, qui se lient à une expérience de désordre qui tend toujours vers des formes mystiques. Et qu'on trouve chez certains écrivains, chez certains... Je pense par exemple que le songe d'été de Shakespeare est une genèse d'une mythologie. Alors s'il y en a une, elle ne se prend pas au sérieux, bien sûr. Malheureusement, les ethnologues modernes ne regardent pas de ce côté-là, du côté de la littérature. Là, vous posez, avec Shakespeare, le problème de la perception, qui est un problème très important. Parce que, au travers de la métamorphose orientée vers le monstrueux, il y a effectivement la direction du regard. Et moi, j'ai pu assister à des choses qui, lorsque je les raconte à mes amis qui sont en majorité des rationalistes français ou de type occidental, me prennent un petit peu pour une folle. J'ai vu, alors je dis j'ai vu, très simplement, n'est-ce pas, des gens léviter, j'ai vu des cicatrices guérir, se refermer presque instantanément, j'ai vu des veines ouvertes s'arrêter ou le sang s'arrêter de couler, apparemment par l'imposition des mains, et là, le problème de perception est très intéressant. Comment, dans nos sociétés occidentales, percevons-nous le prodigieux, percevons-nous le miracle en fait? Et comment est-ce qu'il est perçu dans des sociétés archaïques? La lévitation, qui me paraît à moi une impossibilité, n'est-ce pas? Nous sommes devant le corps impossible. Paraît à certaines personnes qui vivent dans l'Himalaya, je ne dirais pas un fait quotidien, mais un fait tout à fait commun, procédant d'une ritualisation d'un certain nombre de gestes et de techniques. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette perception? Alors là, je me sens absolument sans lumière, oui, parce que moi, je lis des textes, et j'ai l'impression que Shakespeare fait ça aussi, puisque dans Le Songe d'été, c'est tout entier basé sur c'est une interprétation des métamorphoses d'Ovide, au fond, n'est-ce pas? Et je voudrais bien avoir l'expérience que vous avez sur le terrain, mais je ne l'ai pas, et mon scepticisme naturel immédiatement réagit négativement à l'idée que la lévitation... Mais alors, si nous percevons d'une certaine façon, malgré tout, votre perception a rejoint celle des participants au rite. Elle a rejoint. Alors maintenant, je me pose la question. J'ai vu des corps flotter dans l'air. Est-ce que j'ai vraiment vu ce corps ou est-ce que ma perception a été téléguidée par mon entourage, qui était quand même très fort intellectuellement autour de moi, psychiquement, pour pouvoir me donner un schéma de perception différent? Et c'est là où je ne peux pas répondre. Vous avez participé à la nuit d'été, peut-être. Oui, mais comment voulez-vous donner une réponse à ça? C'est ça, oui, mais c'est très intéressant parce que justement, les gens, généralement, sont trop tranchés. Je dirais très simplement, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles complets, n'est-ce pas? C'est ça. Et alors ici, avec tout le travail de vulgarisation de l'anthropologie que nous faisons ici à la Maison des Cultures du Monde à Paris, nous essayons aussi de faire en sorte que les gens se posent cette question de leur propre perception, qui est très importante, parce que ça débouche sur des phénomènes de tolérance, ça débouche sur des phénomènes de compréhension universelle, en fait. C'est une des clés, n'est-ce pas, de notre explication? Je pense, parce que moi, c'est une des choses, c'est mon thème principal, si vous voulez, l'influence que les gens ont les uns sur les autres. Si vous voulez, tout ce qui est naturel dans notre culture est lié à ce type d'influence. Les gens qui mangent des vers qui sortent de troncs d'arbres pourris le font aussi naturellement que le beefsteak pomme frite, etc. Et bien évidemment, il s'agit là aussi d'aspects qui sont
lié à un terrain humain, n'est-ce pas, que l'anthropologie, à mon avis, néglige trop les rapports humains. Elle s'attache aux choses parce qu'elle a l'impression que c'est toujours que les objets sont connaissables de façon objective et que les rapports sont fuyants. Le désir, les influences réciproques et le délire collectif, n'est-ce pas, qui est une chose dont nous savons qu'il existe. Jean-Michel Ougourlian, psychanalyste, un des intervieweurs de René Girard dans Des choses cachées depuis la fondation du monde. Je crois pour ma part qu'il y a deux choses fondamentales et vraiment, je dirais, géniales dans ce qu'il a apporté. C'est d'une part l'hypothèse que j'appellerais sociologique de la victime émissaire, c'est-à-dire la réponse à la question de savoir comment il se fait que les sociétés primitives aient pu survivre à leur propre violence. Puis la deuxième, c'est l'hypothèse du désir mimétique, c'est-à-dire cette hypothèse psychologique selon laquelle le désir ne m'appartient pas, n'appartient pas au moi, si vous voulez. Alors si le désir n'appartient pas au moi, et c'est ce que je suggère dans un livre que j'ai fait plus tard, si le désir n'appartient pas au moi, c'est qu'en réalité le moi, si on regarde bien les choses, le moi est engendré par le désir. Le moi est une production du désir, le désir étant le mouvement en psychologie, le désir et le mouvement ne faisant qu'un en psychologie. Alors, si le moi est engendré par le désir, ceci nous donne une toute nouvelle anthropologie, tout à fait radicalement différente de l'anthropologie freudienne, puisque pour l'anthropologie freudienne, c'est le sujet freudien qui est possesseur, en quelque sorte, de son propre désir, dont il dispose de sa libido, et il procède, avec cette libido, à des investissements, comme quelqu'un qui posséderait un capital et qui procéderait à des investissements immobiliers ou autres. Chez Freud, il y a aussi la même notion que chez vous, du désir triangulaire. Bien sûr. Oui, parce que le complexe d'Oedipe, c'est bien entendu la position du père, de la mère et l'enfant. Et moi, ça m'a beaucoup éclairé aussi, ça, parce que l'enfant imite le père. Il y a une identification au père. Et lorsque Freud en a parlé pour les premières fois, au début de son œuvre, il dit cette identification est primordiale, vient avant le désir de la mère. Donc, à ce moment-là, il est très facile de dire le désir de la mère passe par l'identification au père. Parce que Freud a même des formules où il dit l'enfant veut tout ce que le père désire, il veut être tout ce que veut être le père. Et puis ensuite, il y a un passage où il ajoute y compris la mère, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, il a un triangle mimétique. Mais il ne le veut pas, ce triangle. Parce qu'il veut que le désir pour la mère soit indépendant. Freud. Il avait l'impression que le désir pour la mère, c'est ce qu'il avait trouvé de plus fort, de plus audacieux, de plus scandaleux, et que c'était en quelque sorte le truc qu'il voulait protéger à coup sûr. Et on voit qu'il passe très près du désir mimétique et qu'il évite. Bon, je ne dis pas que le triangle oedipien est un triangle mimétique, vous voyez, parce que le triangle oedipien chez Freud n'est pas forcément morbide, c'est aussi un système de mise en place des valeurs, n'est-ce pas? Et c'est là-dessus qu'insiste la psychanalyse actuelle, bien sûr. Je crois que la famille, fondamentalement, est un instrument de protection contre le désir mimétique. Par conséquent, je crois que si le triangle familial devient un triangle oedipien, c'est un triangle psychotique particulièrement morbide. Vous voyez ? Jean-Michel Ougourlian, comment est-ce que vous résumeriez la pensée gérardienne au sujet de la folie? Disons la psychose. Et c'est l'exacerbation progressive de la rivalité mimétique, avec cette rivalité s'exacerbant, perte de vue progressive et bientôt totale de l'objet. Et ceci est une réalité clinique qu'on peut observer tous les jours. Il est bien certain que lorsque vous assistez à une bagarre entre deux individus, très rapidement, ces deux individus ne sont plus préoccupés que de leur rivalité, de leur violence. Ils ne sont plus préoccupés que l'un de l'autre. Et ils ont complètement perdu de vue l'objet initial, qui peut être une voiture, ou une femme, ou que sais-je encore, un objet quelconque, qui est l'objet initial qui a déclenché leur rixe ou leur rivalité. Et je crois que petit à petit, lorsque ce mouvement s'effectue de façon dramatique, chronique, s'emballe, sort du sillon, c'est-à-dire que sortir du sillon, c'est délirer, n'est-ce pas? Lorsque on aboutit à cela, eh bien, à ce moment-là, il se crée ce que nous avons appelé une structure de double, une structure de rivalité exacerbée telle que
le sujet en question finit par voir l'autre comme son double absolu, à la fois lui-même et monstrueux. Et ensuite, nous avons expliqué, nous avons essayé de conceptualiser l'idée que, sur la base de cette structure psychotique toujours la même, le délirant va être amené à raconter cette histoire ineffable, parce que dans la rivalité exacerbée, dans la rivalité mimétique totale, dans la structure de double, il n'y a plus de langage possible. On ne peut pas faire une phrase lorsqu'on est au sommet de la violence avec l'autre ou au sommet de l'orgasme. C'est pas possible. Bon, le langage disparaît à ce moment-là, s'évanouit. Et à ce moment-là, par conséquent, on arrive à cette idée que, par la suite, pour rendre compte de cette structure ineffable, il va se construire un récit mythique qui, lui, est le délire, et qui est alors à ce moment-là une élaboration secondaire, délirante, narrative, mythique, de quelque chose qui est toujours identique à lui-même et qui est la structure de double. Et ce délire sera toujours, premièrement, différent selon les individus, et différent selon les cultures, puisqu'il va se nourrir de la culture. Aujourd'hui, plus personne ne se prend pour le Christ ou pour Napoléon, les gens se prennent pour Julio Iglesias ou Johnny Hallyday, donc par conséquent, influence de la culture dans l'élaboration du récit mythique, si vous voulez, et d'autre part, différent aussi selon sa structure, c'est-à-dire que la structure de la psychose, et non plus la structure psychotique de base, mais la structure de la psychose, va être chaque fois différente. Elle sera paranoïaque, ou elle sera paraphrénique, ou elle sera paranoïde, ou elle sera hallucinatoire chronique, etc. Moi, j'ai toujours été très intéressé par le phénomène hypnotique. Et ce phénomène hypnotique me paraît particulièrement intéressant à étudier dans la perspective mimétique, parce que l'hypnose, c'est précisément le cas clinique, reproductible, scientifiquement vérifiable tous les jours, le cas clinique où le modèle est présent et, dans la relation hypnotique, le désir du modèle entraîne le désir de l'hypnotiser, le génère, le produit, l'amène à l'existence. Le modèle étant l'hypnotiseur. Le modèle étant l'hypnotiseur. Et le désir de l'hypnotiseur engendrant un nouveau moi chez l'hypnotisé, puisque le premier moi s'évanouit dans un premier temps de l'hypnose. Et c'est le désir de l'autre, le désir de l'hypnotiseur, qui engendre sous nos yeux la naissance d'un nouveau moi chez l'hypnotisé. Alors ça me paraît être une vérification expérimentale indubitable et imparable de la théorie mimétique. Et surtout, ça me paraît être une voie de recherche tout à fait passionnante en matière thérapeutique, parce que là, nous avons un cas clinique précis dans lequel la reconnaissance par l'hypnotisé, c'est-à-dire par le sujet, de l'antériorité qu'il vit dans la relation hypnotique et de la priorité du désir de l'autre sur son propre désir, la reconnaissance dans les faits de la genèse de son nouveau moi à partir du mouvement du désir de l'autre, cette reconnaissance dans les faits, vécue dans la relation hypnotique, a une vertu thérapeutique. Et ceci nous amène à penser et à affirmer que la reconnaissance de l'antériorité du désir de l'autre, la reconnaissance du modèle en tant que modèle est curative et thérapeutique, et ça, les sagesses africaines et tous les cultes de possession l'avaient bien compris, puisqu'ils amenaient la guérison par la reconnaissance de la prééminence, de la présence de la possession par le Dieu. Et au contraire, je crois que la méconnaissance, le déni, la dénégation, l'affirmation frénétique de l'antériorité de mon propre désir sur le désir de l'autre et l'appropriation de mon désir par rapport à mon moi, sont des revendications profondément pathologiques, et qu'en réalité, toutes les figures de la pathologie psychologique, qu'elles soient névrotiques ou psychotiques, ne sont que des formes particulières de cette revendication. Pourquoi est-ce que votre hypothèse vous semble supérieure à celle de Freud? Ah ben, forcément, comme toute hypothèse, je dirais parce qu'elle explique plus de choses. Et qu'elle les explique plus facilement. Elle les explique mieux. Parce qu'elle va directement vers les rites, etc. Mais elle peut aussi parler névrose et psychose à partir de, si vous voulez, comme les écrivains en ont parlé.
fait votre exploration de la littérature, vous disiez que ce qui vous intéressait, c'était les relations humaines. Et donc que dans le travail analytique que vous avez fait sur les grandes œuvres littéraires, vous essayez d'explorer l'homme et les passions de l'homme. Moi, j'ai l'impression que dans chaque auteur, vous trouvez une passion différente. C'est-à-dire, je ne sais pas si le mot passion est le mot adapté. Chez Marivaux, vous parlez de la coquetterie. Chez Stendhal, vous parlez de la vanité. Chez Proust, vous parlez du snobisme. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, d'une part, si vous avez le sentiment que chaque époque nourrit une passion particulière et que le rôle du grand romancier, c'est d'essayer d'explorer justement cette passion-là, et s'il y a une sorte de généalogie des passions. Oui, alors pour répondre à votre première question, je n'aime pas le mot passion. Et je n'aime pas le traité des passions de Descartes, qui me paraît dans un sens opposé à celui des grands romanciers. Alors vous avez raison, dans la coquetterie chez Marivaux, dans la vanité chez Stendhal, dans le snobisme chez Proust, il y a des nuances particulières qui sont liées au type de société dans lesquelles ces écrivains se trouvaient. En même temps, ce qui m'a intéressé d'abord, c'est ce qu'il y a de commun dans la coquetterie, dans la vanité, dans le snobisme. Et j'ai cru le trouver, bien sûr, dans le désir mimétique. Et il me semble qu'on ne peut dire la différence entre ces choses qu'à partir de l'identité du désir mimétique. Comment vous définiriez un grand roman? Vous ne vous intéressez qu'au grand roman. Alors, je définirais un grand roman, un roman qui reprend les relations humaines au niveau essentiel, c'est-à-dire dans leur contexte social, mimétique, et qui les reprend à partir d'une société déterminée, dans un milieu où ça n'a pas été fait. C'est-à-dire un roman qui comprend du nouveau, dans la mesure où il parle de cette société, et qui en même temps retrouve les grands trucs romanesques. Je me demande d'ailleurs si, en France, on peut se demander si le roman vivra toujours, vous voyez. Je pense que Kundera est un vrai romancier, vous voyez, mais il vient de Tchécoslovaquie. Vous dites aussi que les conclusions des grands romans sont toujours identiques, sont très banales, dites-vous. Ah oui, c'est un peu paradoxe. Je pense que le vrai romancier, dans le premier de ces grands romans, où son expérience de romancier transparaît, la capacité de créer un grand personnage qui soit moi-même et en même temps pas moi-même du tout, implique un recul par rapport à soi, je crois certaines formes d'humilité extraordinaire. Et si vous regardez les premières grandes œuvres romanesques, c'est toujours la négation et le renversement d'une œuvre antérieure. Le mauvais écrivain écrit ses fantasmes comme réalité. Il se bagarre contre ses ennemis, il célèbre ses triomphes illusoires, vous voyez, dans son œuvre. À partir du... Il faut connaître une drôle d'expérience pour être capable de faire l'inverse. Et je pense que la grande œuvre, c'est ça. La recherche du temps perdu, qu'est-ce que c'est? C'est devenir capable d'écrire le fantasme en tant que fantasme. Première rencontre entre René Girard et Milan Kundera, une complicité immédiate. Quand j'ai lu ce que vous dites sur le mimétisme, sur ce lynchage, n'est-ce pas, c'est le bouc émissaire, quand je lis ça, parce que je ne suis pas philosophe, c'est-à-dire ma lecture est spécifique, alors je suis absolument fasciné par le réalisme de cette observation, n'est-ce pas, parce qu'on a toujours cette impression, mais oui, c'est comme ça, une centaine d'exemples, je vois, parce que votre premier livre concerne le roman, n'est-ce pas, et ça m'intéresse à quel point vous étiez vraiment inspiré par la lecture des romans quand vous parlez de l'anthropologie, etc. Je me rappelle par exemple, dans certains moments, vous dites lynchage au sud de l'Amérique. Vous dites, ma préférence principale, ce sont les romans de Faulkner. Il n'y a pas beaucoup de documents, mais c'est Faulkner. Et vous dites encore une chose qui m'a beaucoup plu, de se réclamer de Faulkner pour apparaître aux spécialistes comme quelque chose frivole et pas sérieux, oui. Parce que c'est une fiction. Et c'est là où il y a peut-être une très grande erreur de la pensée moderne qui a gommé ce que peut-être l'Occident apportait le plus, c'est-à-dire parce que cette grande connaissance de l'homme
qui s'oublie lui-même, parce qu'on vit, on ne sait pas ce qu'on vit, on l'oublie, on ne sait même pas. On dit la jalousie, on ne sait pas, on sait qu'il est jaloux, mais c'est dans les romans où on a travaillé ce problème, par exemple, de la jalousie, de la violence, de tous ces énigmes qui restent des énigmes et qui resteront des énigmes. C'est là. Alors, vous êtes, je crois, le seul qui a compris l'importance capitale de cette sagesse. Je ne sais pas si je me trompe. Non, non, ce que je dis exactement, c'est s'il y avait des historiens dans 1000 ans, vous voyez, qui parlent du sud des États-Unis pendant cette période des lynchages, à l'époque où le gouvernement local n'en parlait pas, où les journaux n'en parlaient pas, vous voyez, les historiens consulteraient les archives, vous direz c'est les archives qui comptent. Et s'il restait un roman de Faulkner et qu'on dise la vérité pas dans les archives, elle est dans le roman de Faulkner, personne ne croirait. Si les historiens sont les mêmes qu'aujourd'hui, vous voyez, oui, ils auraient tous tort, visiblement. Il manquerait la chose essentielle sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan de la vie quotidienne qui déterminait ce pays à cette époque-là. Alors on peut prouver de façon très concrète que là, le roman c'est la vérité et le reste c'est le mensonge. Oui. Et qui est même toujours un peu romantique. Oui. N'est-ce pas? Mais la façon vraiment surprenante dont on néglige l'art et le roman, n'est-ce pas? Vous avez maintenant ces fêtes autour de la Révolution, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est éditer les livres parce que c'est une coïncidence de dates, c'est toujours plutôt antipathique. Mais quand même, je me suis dit un jour, alors, je connais 3 romans français consacrés à la Révolution française. C'est un roman de Hugo, qui est un mensonge romantique, disons. Ensuite, c'est un roman d'Anatole France qui s'appelle Les dieux en soir. Je vous dis, c'est pas un mauvais roman. C'est un roman tout à fait remarquable. Peut-être pas un grand roman, mais quand même c'est quelque chose. Il a dit, c'est une analyse de ce qui s'est passé dans la Révolution tout à fait remarquable. Et ensuite, il y a un roman qu'on a écrit à l'époque de la Révolution, Sénac de Meilhan, L'émigré, qui est un roman très très intéressant. Alors, vous avez 2 ou 3 regards romanesques sur la Révolution française. Et vous pouvez aujourd'hui lire centaines de livres politologiques historiques sur la Révolution française, mais ces 3 romans n'existent pas dans les librairies. On se demande pourquoi. Alors, peut-être c'est parce que ce sont les romans soi-disant contre-révolutionnaires, parce que le roman est toujours contre-révolutionnaire, n'est-ce pas, dans certains sens. C'est-à-dire, il est toujours critique à l'égard des illusions romantiques, à l'égard du mensonge romantique, c'est-à-dire il donne toujours l'impression de quelque chose qui est inacceptable pour un certain optimisme révolutionnaire, aussi pour un certain optimisme des fêtes nationales. C'est-à-dire c'est une raison. Alors on écarte un regard qui est trop sceptique et trop analytique. Et l'autre explication pourrait être tout simplement que l'art, le roman, la littérature a cessé de représenter quelque chose, que l'Europe est déjà prête à rejeter toute cette sagesse, si vous voulez, tout cet héritage, et qu'il est prêt à s'oublier elle-même. C'est une autre explication peut-être de cet événement épisodique qui consiste dans cet oubli de 3 romans ou 2 romans sur la Révolution française, à l'époque où on utilise n'importe quel prétexte pour répéter, n'est-ce pas, les choses sur la Révolution française. Mais Les dieux en soif, c'est un roman d'autant plus intéressant que Anatole France, on a l'impression, est poussé par le génie romanesque contre lui-même. Absolument, c'est ça. Parce que c'est pas son idéologie. Absolument. C'est d'autant plus frappant. Oui, exactement. Oui. Parce que c'était quelqu'un, n'est-ce pas, qui a flirté avec toutes les idées souvent facilement progressistes, et tout d'un coup il écrit un roman qui est un roman authentique, qui est un roman drôle, qui est un roman plein d'inventions. Mais peut-être une fois je parlais avec Sioran de ce roman, et Sioran m'a dit, bien sûr ironiquement,
attention, ne parlez jamais d'Anatole France, vous serez ridiculisé pour toujours. Parce qu'il sait ce que c'est la force de la mode et des idées reçues. Et il y a une idée reçue que Anatole France, qui est barbant et ridicule. Oui, c'est les surréalistes qui ont fait ça. Beaucoup. Oui, qui ont fait ça. Ça a resté, mais c'est resté. Jean-Pierre Dupuis. L'œuvre de Girard débouche sur une question qu'elle pose, mais dont on ne peut pas dire qu'elle la résout. Cette question est la suivante. Pour Girard, donc, les sociétés humaines primitives et traditionnelles, c'est-à-dire l'ensemble des sociétés humaines, sauf nos sociétés modernes, précisément, reposent sur le mécanisme victimaire, ou pour le dire rapidement, sur le mécanisme du bouc émissaire. Or, dans l'œuvre girardienne, il y a une hypothèse fondamentale, qui est que ceci ne se produit que dans la méconnaissance. Les hommes ne savent pas ce qu'ils font. Les hommes ne savent pas ce qu'ils font, et c'est d'ailleurs parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font que ces mécanismes peuvent se produire. Si les hommes comprenaient que cet être qu'ils expulsent n'est pas du tout une divinité, mais est un être comme eux, et pris au hasard en quelque sorte, eh bien, ce mécanisme cathartique d'expulsion de la violence par expulsion de l'être en question ne fonctionnerait plus. C'est du moins ce que prétend Girard. Or, supposons que ces choses cachées depuis la fondation du monde nous soient révélées. N'est-ce pas ? Eh bien, ces mécanismes ne pourraient plus fonctionner. Or, selon Girard, c'est exactement cela que nous apporte le message évangélique, le message de Jésus-Christ. Pour Girard, le sacrifice, plutôt ce que nous lisons comme le sacrifice de Jésus-Christ, n'est précisément pas un sacrifice, car c'est la révélation de tous les sacrifices. C'est une fois de plus le mécanisme victimaire, mais lu non pas du point de vue des persécuteurs, comme ça a toujours été le cas auparavant, selon Girard, mais vu du point de vue de la victime. La Bible renverse les points de vue primitifs. Et là, je prends des exemples de textes, bien entendu. Vous voyez, je dis comparer le mythe d'Oedipe et comparer l'histoire de Joseph. Dans l'histoire de Joseph, comme dans l'histoire d'Oedipe, vous avez un enfant qui est soupçonné par sa famille. Dans le cas d'Oedipe, il y a l'oracle qui dit qu'il va tuer son père et qu'il va épouser sa mère. Dans le cas de Joseph, il fait des rêves qui le montrent dominant toute sa famille, les 12 géants de blé, etc. Et alors, dans un cas, le père et la mère d'Oedipe décident de se débarrasser de lui, qu'il est trop dangereux, il faut le tuer, puis il est sauvé par un berger qui l'emmène à Corinthe, etc. Dans le cas de Joseph, ce sont ses frères qui disent il va nous dominer, etc., on va se débarrasser de lui. Et il est sauvé par une caravane qui l'emmène en Égypte. Vous voyez à quel point c'est proche. Et dans la seconde partie, à nouveau, il y a les mêmes thèmes. Parce que Joseph est protégé par un Égyptien qui s'appelle Potiphar, et cet Égyptien devient son quasi-père, il lui confie tout, etc. Et Madame Potiphar veut faire l'amour avec Joseph, et il ne veut pas, par loyauté envers son maître, mais ensuite elle l'accuse d'avoir fait l'amour avec son maître. C'est un quasi-inceste. Et les Égyptiens croient ça et emprisonnent Joseph. De la même manière, Oedipe est accusé d'avoir commis l'inceste, et alors là, tué son père en plus, n'est-ce pas ? Bon. Et dans les deux cas, les deux héros sont aussi en rapport avec une calamité terrible. L'un avec la peste, et l'autre avec la famine. Mais si vous regardez toute la série des trucs, dans tous les cas, la question c'est toujours, est-ce que le héros est coupable ? Est-ce qu'il est une menace pour sa famille ? Est-ce qu'il va vraiment tuer son père et épouser sa mère ? Est-ce qu'il a vraiment couché avec Madame Potiphar ? Est-ce qu'il va devenir le dictateur de ses frères, etc. Est-ce qu'il est responsable de la peste ? Est-ce qu'il est responsable de la famine ? Et le mythe répond toujours coupable, 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 coupable. Et la Bible répond toujours non coupable, non coupable, non coupable. Non seulement il n'est pas responsable de la famine, mais c'est lui qui invente l'économie moderne et pendant les 7 années de vache grasse, emmagasine le grain qui va sauver tout le monde, y compris les frères de Joseph. Et la preuve qu'il s'agit bien de la victime dans cette histoire, c'est la dernière partie de l'histoire de Joseph. Parce que dans la dernière partie de l'histoire de Joseph, les frères sont là-bas, en Palestine, et Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte, il est tout puissant, etc. Et alors les frères, apprenant qu'il y a du grain là-bas, en Égypte, ils y vont, Joseph les reconnaît, ils ne le reconnaissent pas. Joseph leur donne du grain, mais leur dit, ils sont 12.
il y a 10 frères d'une même mère, et il y a 2 frères, Benjamin et Joseph, qui sont les fils de la favorite de Jacob, le père. Donc le seul frère complet de Joseph, c'est Benjamin. Et ils n'amènent pas Benjamin. Et alors Joseph dit, est-ce que vous n'avez pas un autre frère? Et ils répondent, oui, oui, mais nous ne l'avons pas amené parce que notre vieux père est malade, et c'est son favori, parce qu'il n'a eu que 2 fils par cette... Et l'autre a disparu dans des circonstances bizarres, mais dont nous nous souvenons mal. Alors Joseph leur dit, si vous voulez du grain une seconde fois, amenez-moi Benjamin ou alors rien. Et alors les frères attendent tant qu'ils peuvent, etc. Ils essayent de tenir le coup, mais finalement ils ont si faim qu'ils décident de revenir trouver Joseph. Et ils amènent Benjamin, parce qu'ils savent qu'ils vont rien avoir s'ils n'emmènent pas Benjamin. Alors Joseph les reconnaît à nouveau, ils ne reconnaissent pas Joseph, et Joseph leur donne du grain, et Joseph fait cacher un objet précieux, lui sa coupe précieuse, dans le sac de Benjamin. Et il a fait tous arrêter à la frontière, et on les fait fouiller, et bien entendu on trouve la coupe dans le sac de Benjamin. Alors Joseph dit, je garde Benjamin, et vous êtes libres, vous pouvez partir. Et là il les met à l'épreuve pour voir s'ils vont expulser leur frère une seconde fois, s'ils vont l'expulser lui-même une seconde fois. Et ils ont des motifs bien meilleurs que la première, puisque apparemment Benjamin est coupable. Alors là il y a un des 12 frères, Judas, qui dit, écoute, c'est trop terrible pour moi, parce que si je ne ramène pas Benjamin, mon vieux père va mourir, etc. Prends-moi à la place de Benjamin. Et alors là, Joseph reconnaît tous ses frères et leur dit, je suis ce Joseph, etc. Et il les pardonne à tous, bien qu'il n'y en a qu'un seul qui ne répète pas l'action commise la première fois contre lui. Du sacrifice. C'est un texte absolument splendide, n'est-ce pas, d'une merveille, et qui ne peut pas être mythique à mon avis, parce que c'est une lecture du mythe, c'est une lecture de la victime émissaire. C'est une lecture qui montre, n'est-ce pas, que la victime a toujours été condamnée à tort. Et je pense que pour comprendre des textes comme Joseph, il faut comprendre que derrière, le mythe d'Oedipe est bâti sur un patron universel qu'on trouve partout. Alors je ne vous dis pas que l'histoire de Joseph est une modification du mythe d'Oedipe, parce que d'ailleurs c'est très différent, la peste, oui, mais quand même il y a des rapports très nets. Alors je pense que ces grands textes bibliques, ce sont des reprises de mythes avec toujours la justification de la victime. Une histoire comme celle de Joseph n'est pas seulement une prise de position affective pour la victime, c'est la révélation de la façon dont le mythe est fabriqué. Qui est peut-être, à mon avis, la plus belle et la plus extraordinaire de la Bible hébraïque, qui est le jugement de Salomon. C'est le jugement de Salomon, c'est la crise mimétique. C'est 2 prostituées. Et ces 2 prostituées, elles sont seules dans une maison. Et elles donnent naissance, toutes les 2, à un enfant. Et pendant la nuit, il y a une des 2 prostituées qui, en se retournant, tue son enfant. Et les 2 prostituées se présentent devant le roi Salomon, qui n'est roi que depuis peu de temps. Et il y a la première qui dit, voilà, cette femme, pendant la nuit, a donné naissance à un enfant, elle l'a tué. Et le matin, lorsque j'allais donner le lait à mon enfant, je me suis aperçu que l'autre femme l'avait remplacé par l'enfant mort et avait pris l'enfant vivant. Et la seconde femme raconte exactement la même histoire à Salomon. Et alors le texte, parce que le texte est fait magnifiquement, au fond, Salomon lui-même répète tout. La première femme dit, la seconde femme dit, vous voyez, pour bien montrer, pas de solution, pas de preuve, rien, qui ment. Tout ça. Qui ment, impossible de savoir. Et là, la solution est splendide. Le roi dit, apportez-moi une épée. Et là, le roi dit, je vais couper l'enfant en 2, je donne à moitié à une femme, à moitié à l'autre. Et alors, l'une des 2 femmes dit, oui, oui, partagez l'enfant et ça y est. Mais l'autre femme dit qu'on lui donne l'enfant. Qu'on lui donne l'enfant, je préfère ne pas l'avoir que de voir mourir. Et Salomon aussitôt dit, donnez-lui l'enfant, c'est elle la vraie mère. N'est-ce pas? C'est l'instinct maternel. Oui, mais et plus encore d'une certaine manière, parce que la solution inventée par Salomon, c'est pas une solution gratuite. C'est pas une chose qu'il a inventée comme ça parce qu'il était très intelligent. C'est le sacrifice. N'est-ce pas? Et on sait que dans l'univers sémite et dans les premiers livres de la Bible, d'ailleurs, à l'époque des patriarches, le sacrifice du premier-né
joue un rôle même. Enfin, donc, Salomon propose le sacrifice. Et la femme qui accepte pour des raisons mimétiques. Le plus important pour elle, c'est que l'autre femme n'ait pas l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle préfère la destruction de l'objet pour ne pas perdre devant sa rivale. Tandis que la vraie mère, et peut-être qui sait s'il y a une vraie mère, qui sait si elles savent, qui sait s'ils n'ont pas échangé l'enfant 5 ou 6 fois pendant la nuit l'une après l'autre, et si au fond ni l'une ni l'autre ne sait quel est l'enfant. Mais la vraie mère, dans tous les sens, est celle qui veut que l'enfant vive. Voyez? Alors lorsque les psychanalystes vous disent le sacrifice est du masochisme, qu'ils le disent à propos de cette femme. Parce que cette femme ne choisit pas la mort pour elle-même. Elle choisit la vie de l'enfant. Le texte dit sans cesse l'enfant vivant, l'enfant vivant, l'enfant vivant. Alors je dis ça, c'est le biblique dans ce qu'il y a de plus grand. Ce qui dépasse le sacrifice, mais je veux dire dans le renoncement à l'objet. Toute ma vision de la Bible est sortie de ce texte. Alors... Et ce que vous dites donc, c'est que la Bible, c'est le premier texte qui propose une éthique du non-sacrifice. Oui, mais je dirais petit à petit d'ailleurs. Bien sûr une éthique, mais en même temps il y a beaucoup plus qu'une éthique. Vous voyez, parce que ça a un sens épistémologique, ça a un sens au rapport du savoir. On révèle ce qu'est le sacrifice. Ce qu'est le sacrifice, c'est l'union de ceux qui ne peuvent pas s'entendre contre une victime qui n'a rien à voir à l'affaire. Vous voyez, et là le pire de tout, puisque c'est aux dépens de l'enfant. N'est-ce pas? Ces deux femmes, c'est l'image même de la crise mimétique. Hein. On ne peut pas les distinguer, parce qu'on ne dit même pas leur nom, la première, la seconde, on ne sait plus. La vraie, c'est celle qui voudra la vie de l'enfant. Alors ça, je dis, les mythes ne peuvent pas le dire. Et ça voudrait dire que la Bible dit que l'on peut échapper au désir mimétique. Bien sûr. Alors je pense, si vous voulez, que l'idée d'échapper au désir mimétique, alors reparaît dans l'Évangile au niveau de ce que les Évangiles appellent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu... si on tendait l'autre joue, si on veut vous fendez la joue, n'est-ce pas? Si on veut vous faire marcher 2 kilomètres, donnez-en 3. Si on veut la moitié de votre tunique, donnez-la tout entière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le seul moyen d'échapper à la lutte mimétique, c'est de ne jamais s'exiger de réciprocité. Alors bien entendu, si nous faisons ça tous ensemble, il n'y aura pas de violence. Mais je pense que la nature même de l'offre est inconditionnelle, puisque si elle était conditionnelle, elle retomberait dans la morale courante, c'est-à-dire celle qui se termine dans le conflit mimétique. Autrement dit, une fois qu'on offre ça à quelqu'un, on est tenu ou on est un farceur. Si j'ai dit, allez, on va jouer le jeu du royaume de Dieu, mais si tu reprends tes billes, moi je reprends les miennes. Justement, c'est ça, c'est le fait que dans la vie, tout le monde reprend ses billes, tout le monde est toujours prêt à ça. Et donc, ce que dit l'offre du royaume de Dieu, c'est qu'il faut renoncer à ça totalement. Et plus on avance, n'est-ce pas, dans les évangiles, en particulier dans l'évangile de Matthieu, plus on voit que Jésus devient celui qui vend la mèche du système, n'est-ce pas? Il y a un scandale, René Girard. Une des raisons est que cette théorie se présente comme une théorie unificatrice. Bon. Et il y a belle lurette que les spécialistes des sciences de l'homme ont renoncé à poser le problème de l'homme et de la société humaine dans sa globalité. Donc l'idée même de bâtir une théorie de l'homme et de la société paraît aujourd'hui scandaleuse. Alors Girard a beau jeu évidemment de dire que si la même philosophie, ou plutôt absence de philosophie, était présente en biologie par exemple, où en serions-nous en biologie aujourd'hui? Bon. Mais dans les sciences de l'homme, on n'a pas le droit de poser le problème de l'homme et de la société dans sa globalité. Et en particulier, on n'a plus le droit de poser la question de la religion. Comment expliquer que, en dehors des sociétés modernes, les sociétés humaines ont toujours été des sociétés religieuses? Ça, c'est une question que on ne peut plus poser depuis 1939, la mort de Freud, qui encore lui pouvait se la poser. La deuxième raison pour laquelle il y a un scandale René Girard, selon moi, c'est que c'est une théorie chrétienne. Et, facteur aggravant, je suis ironique évidemment, c'est une théorie qui dit que le message évangélique et la science de l'homme ne font qu'un. Alors Girard, évidemment, tous les chrétiens contre lui. Je plaisante à peine. Qui ont, depuis belle lurette également, renoncé à l'idée qu'il pouvait y avoir un message de l'ordre de la vérité ou de la science dans le message évangélique. Tout ça, ça fait beaucoup de scandale, évidemment, pour l'ère du temps. Ce
qui a beaucoup choqué, c'est votre position qui est de dire que la Bible est un texte supérieur à tous les autres textes. Nous vivons dans un univers où les contacts avec le reste de l'humanité sont beaucoup plus étroits qu'ils n'ont jamais été. L'univers des Boeing 747. Et nous avons l'impression, au terme de l'ère coloniale, qui était une chose pas très jolie, et qui est précisément un abus de l'Occident, par l'Occident, de pouvoirs qui, à mon avis, sont fondamentalement liés à la Bible. Et lorsque les peuples colonisés se retournent sur l'Occident et le dénoncent, ils ont parfaitement raison. Mais la chose qu'il faut qu'ils voient, c'est qu'ils utilisent des principes bibliques pour faire ceci, qui sont d'ailleurs pas du tout occidentaux, parce que dire que la Bible est occidentale, parce que les Occidentaux ont été judaïsés, christianisés un peu plus tôt que les autres, je veux dire, me paraît une absurdité. Alors je crois que c'est pas du tout rendre service aux gens, ou à l'humanité, si vous voulez, que de dire que tout se vaut, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas de différence. Il est bien évident que pour parler comme je fais, il faut que je pense qu'entre la Bible et les autres religions, il n'y a pas le type de différence qui existe entre toutes les religions, mais qu'il y a quelque chose de très spécial. Et que la Bible, d'une certaine manière, s'oppose à toutes les religions. Et là, c'est quelqu'un de très à la mode qui l'a dit, alors je peux m'abriter derrière lui, c'est Nietzsche, qui dit que la Bible calomnie toutes les autres religions. Moi je dis pas du tout elle calomnie, elle dit la vérité. Elle dit toutes les religions sont fondées sur des victimes, n'est-ce pas? Et Nietzsche dit ce sont les religions qui acceptent le sacrifice. L'horrible du christianisme, c'est qu'il refuse. Donc, il sème la pagaille noire dans l'univers entier, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en gros, vous dites que Jésus, c'est le dernier sacrifié. Ah ben ça, vous reprenez la formule de l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? C'est le dernier sacrifié. Non, c'est pas le dernier sacrifié, puisque les hommes n'écoutent pas. Mais d'une certaine manière, c'est le dernier sacrifié, en ce sens que dans la culture qui va suivre, le savoir qu'apporte le texte biblique et le texte évangélique pénètre de plus en plus dans la culture, ce qui fait que nous en parlons. Autrement dit, à mon avis, tout ce que nous appelons droit de l'homme, etc., est essentiellement lié à la Bible. Le fait que les églises, etc., aient abusé du texte, l'aient mal compris et participé à toutes sortes de persécutions, à mon avis, est sans importance par rapport à l'évidence de ce fait. Nous avons vécu une période où calomnier la Bible, la discréditer, etc., est d'une facilité extrême. Aujourd'hui, je crois que ça va devenir plus difficile. Mais nous aurons des moyens, sans doute, de réintégrer la Bible et de la laïciser d'une certaine manière, ou de l'histoire continue. Vous semblez tout de même très optimiste pour l'avenir. Vous pensez véritablement que je suis optimiste sur le plan du salut. Mais non, je pense pas. Je pense pas que l'homme peut échapper. Et puis justement, l'objection qu'on me fait, à juste titre à ce moment-là, c'est pas vrai que le Dieu des évangiles est non violent, puisque les évangiles, juste avant la Passion, l'histoire se termine par ce qu'on appelle l'Apocalypse, et qui est visiblement un déchaînement de violence inouïe. Mais alors, à mon avis, c'est seulement par habitude qu'on attribue cette violence à Dieu. Et que les sectes apocalyptiques continuent à faire ça. Moi, ce que je dis, c'est, dans l'univers où la violence est révélée, il n'y a plus de protection sacrificielle. Donc, c'est un univers où on invente, entre autres choses, la science. Nous avons inventé la science parce que nous avons chassé les sorcières. Nous n'avons pas cessé de chasser les sorcières parce que nous avons inventé la science. Autrement dit, derrière, il y a la Bible. Derrière les deux. Mais cet univers de plus en plus libre, où les possibilités de l'homme s'élargissent dans la fin des protections sacrificielles qui empêchaient l'homme même d'explorer la nature, ça veut dire que l'homme acquiert des pouvoirs toujours plus grands. Et en particulier celui de détruire la planète entière. Donc le pouvoir apocalyptique est un pouvoir de l'homme. Et il est bien évident que dans mes idées, ça jouait un rôle absolument fondamental. Moi, je me suis dit, comment se fait-il que nous vivons dans un univers qui dit, si nous ne pratiquons pas une certaine forme de non-violence, nous allons arriver à la possibilité de la destruction totale et de la destruction du monde. Vous savez qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, un des obstacles majeurs à la conversion, dans un univers où les gens se convertissaient beaucoup, c'était cette idée-là. Parce que le monde paraissait éternel.
Mais même au XIXe siècle, à beaucoup de scientifiques, l'univers, le monde paraissait éternel. Et bien évidemment, pour nous, aujourd'hui, c'est plus vrai. On est entré dans une ère objectivement apocalyptique. Mais des hommes de la planète Mars viendraient, ça je le dis dans les choses cachées, et nous regarderaient, diraient, ils s'intéressent au mythe d'Oedipe, etc. Et ils ont à l'origine de leur société, leur plus grand texte religieux parle de la fin du monde. Et ça, ils n'en parlent pas. Ou alors, ce sont quelques sectes bizarres, etc. Mais sur le plan de l'histoire, quel est le rapport? Les historiens les plus sérieux vous diront quand même s'ils sont très anti-chrétiens, anti-judaïques, qu'il y a un rapport entre les textes religieux et le type de société dans laquelle ils vivent. Mais aujourd'hui, cette société qui peut se détruire à chaque instant, et qui se détruira si justement elle ne suit pas les règles entre M. Gorbatchev et M. Bush, on suit la règle du royaume. Je suis sûr que M. Gorbatchev donnerait une gifle à M. Bush, finalement les Américains l'accepteraient, plutôt que de jeter des bombes à hydrogène sur les Russes, c'est-à-dire d'en recevoir. Vous savez. Et pour des raisons évidentes. Mais ça quand même, ça ressemble beaucoup plus au texte évangélique, pour des raisons qui n'ont rien d'évangélique, bien sûr. Ça ressemble beaucoup plus au texte évangélique qu'au contrat social de Rousseau, à l'esprit des lois de Montesquieu, ou aux histoires de M. Marx. Et nous n'en parlons pas. Ça, c'est un mystère prodigieux. Moi, je crois que la crise actuelle de toutes nos sciences sociales est due au fait que nous n'allons pas vers les vrais problèmes. Il y a des choses tellement massives, fondamentales, abruptes, terrifiantes dans notre histoire actuelle, par rapport au texte qui domine notre histoire, que nous préférons échapper, fuir, ne pas regarder, vous voyez ce que je veux dire. Mais tôt ou tard, on va en parler. Le paradoxe de la révélation du message évangélique dans l'économie de la théologie girardienne, c'est qu'elle produit plus de violence, et non pas moins de violence. Mais après tout, c'est bien ce que le Christ a dit lui-même, n'est-ce pas? Et l'eschatologie girardienne, c'est de dire que cette violence accrue et exacerbée et croissante, et après tout nous y sommes, n'est-ce pas, avec la potentialité de la guerre nucléaire et l'extermination possible de l'humanité, cette violence devrait amener les hommes à une bifurcation finale, en quelque sorte, où ils auraient le choix, un choix radical, entre l'apocalypse, mais une apocalypse purement humaine, c'est-à-dire l'extermination de l'humanité par l'humanité, ou alors la conversion, la métanoïa, c'est-à-dire la conversion au royaume d'amour. Bon, je dois dire que cet évolutionnisme girardien ne me satisfait pas beaucoup, mais je n'en crois pas beaucoup. Et au contraire, je pense que nos sociétés modernes, travaillées par la révélation, et cela je l'admets, trouvent elles-mêmes les moyens de faire face à ce savoir croissant de la nature des mécanismes de gestion de la violence, sans pour autant arriver à cette bifurcation finale, le choix entre l'apocalypse et le royaume d'amour. C'est pas que je sois contre l'amour, n'est-ce pas? Mais, bon, Girard lui-même est le premier à nous apprendre que l'amour et la haine ne font qu'un. Bon. Donc cet amour parfait, qui serait à la fin de l'histoire, je n'y crois pas beaucoup. Hélas, j'aimerais y croire. Donc la question qui m'intéresse, moi, c'est, et c'est encore une fois la question que pose Girard, mais qu'il ne résout pas, c'est comment nos sociétés modernes, travaillées par ce savoir de la nature des mécanismes, arrivent à survivre. Et non seulement arrivent à survivre, mais arrivent à produire des prodiges de réalisation scientifique, technique, etc. Qu'est-ce qui donne à ces sociétés la capacité de résister à la mimésis déchaînée, en quelque sorte, hein, et au déchaînement du désir, car nous y sommes. Bien, notre réponse à Paul Dumouchel et à moi-même, dans un livre que nous avons écrit, publié plutôt en 1979 et qui s'appelait L'enfer des choses, notre réponse a été que c'est précisément dans l'économie qu'il faut trouver la réponse à cette question. Alors non pas que l'économie soit une nouvelle forme de sacré, mais que l'économie remplisse le rôle que remplissait le sacré dans les sociétés sacrales précisément. À savoir un mécanisme violent, mais qui permet de contenir la violence. Et si vous voulez, je vais jouer ici sur le double sens du mot contenir. Je dirais l'économie contient la violence. Contenir, c'est à la fois avoir en soi-même et faire barrage à. N'est-ce pas? Donc quand je dis l'économie contient la violence, ça veut dire que la violence est dans l'économie est violente, comme Marx l'a appris, mais en même temps, comme les libéraux le prétendent, l'économie fait barrage à la violence. Donc il y a les deux. D'une certaine manière, cette théorie permet d'unifier à la fois le marxisme et le libéralisme, n'est-ce pas? Alors comment est-ce que l'économie contient la violence dans les deux sens du mot contenir? Et précisément,
c'est que l'économie donne aux hommes les moyens d'éviter que le désir mimétique se transforme en rivalité ouverte et frontale. Supposez que vous soyez mon modèle. Je parle à vous, monsieur. Supposez donc que vous soyez mon modèle et que vous me désigniez comme désirable une certaine femme. Donc là, nous voyons comment le désir mimétique se transforme en rivalité. Nous devenons des rivaux et c'est très grave. Bon. Mais supposez maintenant que, au lieu de me désigner telle femme comme objet désirable, vous me désignez votre jaguar. Bon, supposez. Eh bien, il y a un moyen très simple pour moi de satisfaire ce désir m'imiter sans pour autant que nous devenions des rivaux, c'est d'acheter une autre jaguar. Vous voyez la grande différence entre le bien économique et le bien indivisible que Girard considère essentiellement dans son œuvre. J'ai pris l'exemple d'une femme. Bon, on pourrait prendre d'autres exemples de biens indivisibles, par exemple une position, le président de la République ou ce que vous voulez. Bon. Ça, ce sont des biens indivisibles qui transforment immédiatement le désir mimétique en rivalité. Mais considérez par contraste un bien économique précisément, c'est-à-dire un bien reproductible à l'infini. Et c'est ce que produit la société économique. Vous voyez comment le désir mimétique peut se traduire tout simplement par une consommation, tout simplement, accrue. Encore faut-il avoir les moyens d'acheter une jaguar. Bien entendu, bien entendu. Mais c'est pourquoi je dis que l'économie contient la violence, c'est-à-dire que elle fait barrage à la violence, mais la violence est quand même dans l'économie. Et l'économie produit des inégalités, bien entendu, et c'est une forme de violence. Mais ce n'est pas la violence frontale, la violence immédiate dont parle Girard dans son œuvre. C'est une violence détournée ou une violence différée, peut-on dire. Car évidemment, ceci produit la croissance économique, produit également l'arsenal nucléaire, produit les dommages écologiques, les dommages à l'environnement. Tout ça, c'est de la violence. Mais ce n'est pas la violence immédiate, frontale, qui se produit lorsque deux êtres désirent, par exemple, deux hommes, par exemple, désirent la même femme. N'est-ce pas? C'est donc une violence différée, qui, tôt ou tard, nous retombera sur la tête, bien entendu. Sauf si nous procédons à cette conversion que souhaite ou que prévoit Girard. Il y a sans doute d'autres formes que la société moderne invente ou sera capable d'inventer pour contenir la violence, déchaînée par la révélation du mécanisme mimétique et sacrificiel. N'est-ce pas? C'est là que je dirais, je situe ma critique de René Girard. Elle n'est pas dans son anthropologie, ni même dans sa philosophie sociale, que je crois vraiment extrêmement pertinente. Elle est dans ce que j'appelais son eschatologie, c'est sa vision de la fin de l'humanité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la société dans laquelle nous sommes, c'est pas ce qui se passera au moment de l'apocalypse. Et je pense que nos sociétés sont capables de trouver des moyens de gérer leur propre violence, alors même qu'elles ne disposent plus du sacré. De ruser avec la violence. De ruser avec la violence, tout à fait. Et de ruser en connaissance de cause. Car on peut dire, si on accepte la théorie girardienne, que le sacré est une ruse avec la violence. Mais c'est une ruse dans la méconnaissance. C'est une ruse inconsciente d'elle-même. Or, moi, je crois que nos sociétés sont capables de ruser avec la violence en sachant qu'elles rusent avec la violence. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi je ne crois pas à l'hypothèse girardienne que dès lors que les mécanismes mimétiques et sacrificiels sont révélés, ils ne fonctionnent plus. Bon, et ça, cette question est évidemment, on la retrouve un peu partout. On la retrouve en psychanalyse. Bon, autre domaine sur lequel Girard a écrit pour critiquer fondamentalement l'œuvre de Freud. Mais moi, je crois que si on fait l'expérience de la psychanalyse, on s'aperçoit bien que on a beau comprendre ce qui se passe en soi, ce n'est pas pour autant qu'on est libéré de ce qui se passe en soi, n'est-ce pas? Alors pareil pour les sociétés, me semble-t-il. Jean-Pierre Dupuis, vous avez quelle formation et pourquoi vous êtes-vous intéressé à la démarche girardienne? Eh bien, je suis polytechnicien. J'ai donc essentiellement une formation de mathématicien et de logicien. Après ma formation scientifique, donc, j'ai fait de l'économie, de la théorie économique, disons. Et j'ai rapidement été déçu, disons, par l'état de la discipline. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis devenu philosophe. Parce que lorsqu'on est insatisfait par les sciences positives et qu'on se pose des questions sur leur fondement, eh bien, on est inévitablement amené à devenir philosophe, puisque là, on a le droit de se poser les questions des fondements. Et c'est une des raisons, mais pas la seule, pour lesquelles je me suis intéressé à la démarche girardienne, c'est pour essayer d'éclairer ce mystère de l'engendrement de la complexité du monde humain à partir d'une hypothèse très simple. Et ça, c'est un problème fondamentalement logique. Et ce que j'ai essayé de montrer dans une partie de mes travaux consacrés à l'œuvre de Girard,
c'est que cet engendrement du complexe à partir du simple n'est pas propre à l'œuvre gérardienne, et qu'on la trouve aujourd'hui dans bien d'autres domaines scientifiques et philosophiques. C'est l'engendrement du complexe à partir du simple, de l'ordre à partir du désordre, si vous voulez. Et c'est un thème assez commun dans les sciences d'aujourd'hui. Donc Girard n'est pas seul. Il est peut-être seul, ou presque seul dans les sciences de l'homme, mais il est loin d'être seul dans le mouvement des sciences d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, comme vous le savez, pour se faire un nom dans les sciences de l'homme, il convient d'être obscur. Je ne citerai pas de nom, mais d'ailleurs, c'est pratiquement le cas général, n'est-ce pas? Et la pensée de Girard détonne absolument parce qu'elle s'exprime dans des termes extrêmement simples. Cela dit, est-ce que les mécanismes que Girard décrit comme étant à l'origine de l'ordre et du désordre des sociétés humaines sont simples? Je pense au contraire qu'ils sont complexes, mais qu'on peut décrire la complexité dans des termes clairs. Bon. Ils sont complexes car, après tout, ces mécanismes sont précisément des mécanismes de complexification. Ce sont des mécanismes qui permettent d'expliquer comment le simple peut produire le complexe. Au départ de la théorie gérardienne, il y a une hypothèse extrêmement simple, la mimésis. Nous venons d'en parler. Bon. Et cette hypothèse se révèle capable d'engendrer, selon Girard, l'essentiel des cultures humaines, des sociétés humaines, des institutions humaines. Bon. Et c'est souvent ce qu'on lui reproche. Comment pouvez-vous expliquer le complexe à partir d'une hypothèse unique? Mais du côté des professionnels des sciences de l'homme, Girard n'a vraiment jamais été reconnu. Bon. Donc le succès qu'il a obtenu n'est pas auprès de ses collègues potentiels, mais auprès de ce qu'on appelle le grand public. Et vous savez comme moi, peut-être mieux que moi, que les succès que l'on obtient auprès du grand public ne durent que l'espace d'un matin, bien souvent. Mais la deuxième remarque que je voudrais faire est la suivante. En tant qu'organisateur de colloques ou de journées d'études sur l'œuvre de René Girard, je peux vous dire que l'œuvre de René Girard fait aujourd'hui un travail souterrain absolument extraordinaire. Il y a des gens qui ne sont pas très connus, ou qui ne sont pas connus du tout, des chercheurs, ou même pas des chercheurs, des gens de bonne volonté qui réfléchissent au monde contemporain, qui réfléchissent à leur propre vie, et qui se sont emparés, depuis peut-être 10 ans, 12 ans, de l'œuvre de Girard, et qui la font travailler pour leur propre compte. Donc je pense que, aujourd'hui, l'œuvre de Girard fait un travail souterrain absolument remarquable. Et non seulement en France, mais aux États-Unis, où travaille René Girard, comme vous le savez. Vous êtes devenu chrétien en lisant la Bible? Je suis devenu chrétien, oui, si vous voulez, mes thèses et mon christianisme ne font qu'un. L'un et l'autre se sont présentés ensemble. Voyez. Mais c'est extrêmement troublant, j'imagine, pour des croyants aujourd'hui de vous entendre dire cela, parce que ça veut dire que c'est pas du tout une foi que vous avez eue en vous, mais que c'est le texte qui vous a prouvé sa justesse. Attention, parce que le texte est la foi, quand même. Sans texte, pas de foi. Mais je veux dire, aujourd'hui, nous n'avons que le texte. D'autre part, ce que je dis est assez rationnel. Je pense qu'il y a un élément de foi, quand même, que ce que je dis ne supprime pas la foi. Parce qu'on pourrait très bien penser que tout ce que je dis est vrai, et qu'il y a un génie particulier du texte biblique évangélique qui crée un type de société inouï par rapport aux cultures du passé, et qui n'est pas nécessairement transcendant pour ça. Ce que je dis, c'est que face aux chrétiens, si vous voulez, qui ont l'impression que penser le religieux aujourd'hui, c'est une attitude nécessairement absurde, incroyablement ringarde, et qui est d'une rationalité déficiente, que la réalité, c'est le contraire. Que la rationalité la plus forte est de ce côté-là, permet le religieux, ou de montrer que sur les rapports humains, non seulement le religieux chrétien, mais les grands textes hindous que je suis en train de lire, ouais, je veux dire, qui sont sans cesse une théorie du sacrifice. Alors eux restent sacrificiels. Et sont d'une puissance incomparable pour leur compréhension des rapports humains. Il y a des gens qui soupçonnent ça. Par conséquent, il y a une espèce de cécité particulière liée au positivisme, aux formes de positivisme moderne, qui donne des résultats extraordinaires avec les objets, puisqu'on invente la science, mais qui, dans le domaine des rapports humains, est aveugle, n'est-ce pas, et qui est une phase de notre histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir concilier la science avec une compréhension du religieux qui nous a fait défaut pendant très longtemps. Vous priez aujourd'hui? Oui. Depuis combien de temps? Depuis, je peux vous dire très exactement, depuis 1959. Pourquoi vous pouvez me le dire très exactement? Parce que je me souviens les moments fondamentaux de mon expérience ont été les plus importants de ma vie.
Vous voyez. Alors évidemment, il y a des aspects dont on ne peut pas parler, parce qu'ils sont trop personnels. Et à mon avis, il vaut mieux ne pas en parler. Enfin, il y a des aspects très très personnels. Mais enfin, j'espère qu'un jour, j'en parlerai. Vous avez une éducation religieuse de la part de votre mère? J'ai été élevé de façon catholique, mais en même temps, ma mère était très libérale. Alors, elle aurait voulu qu'on continue, mais à partir de 12 ans, j'ai cessé d'aller à l'église. Où je disais oui, oui, je vais à la messe, et puis j'y allais pas, quoi. Alors, je ne peux pas vous dire exactement à quel moment j'ai cessé, mais sans doute très très tôt. Très tôt. Et ma mère regrettait, mais ce n'était pas le genre de femme qui aurait culpabilisé qui que ce soit. Vous voyez, ce qui fait que j'ai pas... Moi, je suis vraiment un converti d'une certaine manière. C'est comme si je n'avais pas eu d'enfance catholique. L'ambiance familiale était assez bonne. C'était typique de ce milieu bourgeois français. Parce que mon père était un bon radical socialiste, athée ou non pratiquant ou agnostique. Et ma mère était une catholique très française, je vois aujourd'hui que je connais l'étranger, c'est-à-dire très libérée. Elle disait toujours qu'elle avait fait son concile vers 1925, œcuménique, et elle était très cultivée. Elle était très cultivée, ma mère. Et en même temps, il y a des choses très importantes dans mon enfance, parce que moi j'adore le chant grégorien, par exemple. Parce que les jeunes, je vois, ça ne les intéresse pas du tout, généralement, ou ils sont pas sensibilisés à ça. Et c'est à Vivrolles, qui avait une messe plus ou moins grégorienne, et abominablement mal chantée. Et malgré tout, il y a une espèce d'imprégnation, n'est-ce pas, d'insémination, qui doit compter énormément, puisque c'est un des points une des premières choses qui m'a attiré chez Simone Weil. Elle n'avait pas eu l'éducation, les juifs catholiques, mais tout de suite, le chant grégorien jouait un rôle immense dans sa vie spirituelle lorsqu'elle a découvert à Solesmes. Et ça m'avait beaucoup frappé parce que je l'avais lu à une époque où moi j'avais pas de contact avec l'Église. Et tout à coup, j'ai réfléchi au chant grégorien et j'ai senti que je l'aimais rétrospectivement, après avoir souffert horriblement de ces credos interminables. Et chanter vraiment comme des braiements d'âne, n'est-ce pas? C'était atroce. C'est atroce. Vous êtes né en 1923 à Avignon. À Avignon. Oui, oui, mon père était conservateur de la bibliothèque et du musée. J'ai fait mes études au lycée d'Avignon. Quels souvenirs vous avez d'Avignon? J'ai de bons souvenirs d'Avignon. J'ai de bons souvenirs dans l'enfance. Mais mes meilleurs souvenirs ne sont pas ceux d'Avignon, sont ceux du petit village d'Auvergne où on allait passer nos vacances. Je ne sais pas pourquoi la région d'Avignon, je la connais mal. J'ai l'impression, c'est curieux, je devrais la connaître très bien parce que j'ai passé les 23 premières années de ma vie. Mais mes meilleurs souvenirs, c'est Vivrolles, Puy-de-Dôme. C'est Entrambert, la Chaise-Dieu, le quartier. Et là, c'est beaucoup plus rude et sauvage, bien sûr. C'était quoi l'ambiance familiale? Vous aviez des frères et sœurs? Oui, j'avais 4 frères et sœurs. Je suis le second. Puis alors quand même, j'avais pas de vie littéraire vraiment, mais j'étais en rapport avec le tout petit groupe d'Avignon, parce que les méridionaux ne sont pas intellectuels du tout, vous savez, ils n'ont pas... Je me souviens lorsqu'on avait amené Lucien Goldman, un critique à Avignon, il était effaré. Je lui ai dit, il y a 5000 ans que c'est comme ça. Et j'étais en rapport avec les seuls intellectuels de ma classe, ou des classes qui étaient proches. Mais en même temps, j'avais l'impression d'être marginal même par rapport à eux. Par conséquent, j'ai eu quand même une enfance sans doute assez marginale, mais pas sur le plan familial. Parce que sur le plan familial, j'avais très bon rapport avec à peu près tout le monde. Je me disputais avec mes frères et sœurs, bien sûr, comme on fait. Mais c'est pas très grave. Vous étiez plutôt contemplatif? Non, pas non plus. J'étais plutôt chahuteur et coureur de jupons et d'une manière assez inefficace. Enfin, gamin. Vraiment, je suis resté gamin très tard, je pense. René Girard, vous nous avez donné rendez-vous cette fois-ci dans un café au quartier latin. Mes premiers souvenirs de ce quartier sont très mauvais. C'était pendant la guerre, pendant l'occupation. Moi, l'arrivée à Paris en chemin de fer, jusqu'à il y a une dizaine d'années à peu près, me serrait toujours un peu le cœur. L'arrivée dans les gares de Paris,
en souvenir des années d'occupation, quand il fallait 14 ou 15 heures de train pour aller à Avignon. Et malgré tout, les mauvaises années, si vous voulez, font de très bons souvenirs aussi, n'est-ce pas? Sont très importantes pour la mémoire. Et alors j'ai un ensemble, parce que malgré tout aussi mes meilleurs moments d'écrivain appartiennent à ce quartier. Vous voyez, toute ma vie littéraire, c'était rue des Saints-Pères, chez Grasset, puis quand même j'ai beaucoup d'amis qui vivent dans le 6e ou le 5e, ou les premiers critiques que j'ai connus, Lucien Goldman, qui vivait rue de Rennes, Michel de Guy, rue de Vaugirard. Et j'ai connu Paris, au fond, dans les années 60. Alors là, j'avais l'impression un peu de me réconcilier avec cette ville qui m'avait terrifié au début. Quand vous revenez en France aujourd'hui, est-ce que instinctivement, vous revenez très vite au quartier latin? Ah oui, c'est mon instinct, mais c'est aussi... Je viens chercher des livres aussi en France. J'en achète, j'ai pas besoin, parce que à la bibliothèque de Stanford, on trouve tout ce qu'on veut. J'aime pas lire les livres que je ne possède pas. Alors quand j'aime un livre, je l'achète. Et je trouve qu'une des institutions françaises formidables, c'est les librairies, qui n'existent pas aux États-Unis, ou qui existent à New York et dans quelques villes où il y a des librairies universitaires, mais le style parisien n'existe pas. C'est pour ça que si on vit en Amérique, on s'inquiète de voir le nombre des librairies diminuer fortement. J'avais besoin de fuir. Il y avait l'école des Chartes. Et l'école des Chartes, l'occupation, les restrictions, tout ça pour moi, ça faisait un monde à peu près solidaire. Mais j'étais pas capable de conceptualiser ma révolte ou quoi que ce soit. C'était pas de la vraie révolte. Mais lorsque j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis, je suis parti. Et c'est plus tard, au fond, que j'ai compris que la défaite, l'occupation, tout ça, ça a pesé sur moi beaucoup. Certainement. Oui. Et voilà, parce que je suis parti pour les États-Unis pour 2 ans, et j'avais pas du tout l'idée que j'allais y rester longtemps. Et lorsque je suis arrivé à l'université d'Indiana, c'était quelque chose d'un peu cocasse aussi. J'avais un visa d'étudiant, et j'enseignais 15 heures par semaine. Alors j'étais quand même obligé de faire des études. J'ai fait un doctorat d'histoire, aussi mal que l'école des Chartes, mais je l'ai passé finalement. Et en même temps, je faisais des cours de littérature. Et des cours de langue surtout, mais les cours de littérature, moi j'avais aucune formation littéraire. J'étais là en qualité de français, alors j'étais censé pouvoir enseigner Balzac, Stendhal, Proust à la rigueur, je pouvais, mais on faisait moins de Proust que de Balzac et de Stendhal. Moi je lisais à mesure. Hein. Vos premières impressions aux États-Unis? Mes premières impressions aux États-Unis, je me souviens de mon arrivée en septembre à l'université d'Indiana sur le campus. 1947. 1947, oui. Il y avait les premiers taxis radio. C'était un petit bled de 15 000 habitants. Il y avait 15 000 étudiants en même temps qui étaient là en short. Il faisait encore très chaud. Chaleur torride. J'étais vraiment Je me souviens le matin en train, lorsque je me suis retrouvé sur ces voies uniques américaines qui ne fonctionnent même plus aujourd'hui. Vous savez que d'immenses champs de maïs à droite, à gauche, rien à l'horizon. Le plat absolu du Midwest. Là, je me suis dit... Qu'est-ce que tu es venu faire là? Je trouvais ça assez effrayant, inquiétant. Ça fait 40 ans maintenant que vous habitez aux États-Unis. Est-ce que vous vous sentez américain? Ah, est-ce que je me sens américain? Il y a je me sens très français quand même. Je sais que mes habitudes d'enfance, enfin c'est vrai de tous les êtres humains, si vous voulez, c'est entre telle et telle année, oui, je veux dire que du point de vue de l'accent qu'on a, du point de vue des habitudes culturelles, des goûts alimentaires, il y a une période où tout se marque sur vous. Et moi, tout ça, c'est français, complètement français. Mais bien sûr, j'ai acquis certaines traits américains, sans doute. Non, il y a des choses que j'apprécie beaucoup aux États-Unis, certaines formes de discipline américaine, certaines formes de l'esprit protestant, voilà, et qu'on critique beaucoup trop. Parce que le type de confiance, l'Amérique change beaucoup. New York, c'est une chose, la Californie, c'en est une autre, l'Indiana. Mais dans l'Indiana, l'individu moyen, qui n'est pas cultivé du tout, et qui ne s'intéresse pas du tout aux lettres, à la musique, etc. Il y a quand même
au niveau populaire, une espèce, je dirais pas d'élégance, mais de dignité, et je veux dire, qui est assez difficile à concevoir de notre point de vue. Ça manque de culture terriblement, et en même temps, il y a des formes d'honnêteté, de discrétion, de rapport avec les autres, d'éducation, au bon sens du terme. Dans le fait de ne pas faire de bruit pour gêner les gens, de ne pas dire aux gens les choses qui leur feraient de la peine, de songer à la façon dont ils vont réagir à certaines choses, une bonne volonté qui est réelle. Et puis une manière d'aborder les gens aussi, d'avoir toujours un préjugé favorable dans l'abord des gens. Ça existe beaucoup, c'est une espèce de fond de tradition américaine, vous voyez. Mais est-ce qu'il y a véritablement une pensée française et une pensée américaine? Je crois qu'il y a des attitudes devant la vie. Vous voyez, je crois qu'il est vrai, par exemple, que les Américains, en règle générale, ou peut-être c'est parce que ma femme est comme ça, lorsqu'il s'agit de faire quelque chose, de réparer quelque chose, moi je suis absolument incapable. Je suis le véritable intellectuel paumé, incapable de faire quoi que ce soit. Et ma femme se débrouille toujours pour faire marcher les choses. Elle est américaine. Elle est américaine. Elle n'a pas du tout d'esprit technique, de formation technique. Mais l'Américain, il a toujours confiance dans la machine. Alors il a commencé ce qu'on appelait le système D en France, je ne sais pas s'il en parle toujours. Eh bien, c'est vraiment une chose beaucoup plus américaine que française encore, je pense. Oui. Alors des fois, ça va avec une certaine étroitesse d'esprit, une certaine incapacité à penser, à mettre les problèmes dans un contexte d'abord qui dépasserait les États-Unis, parce qu'il y a un provincialisme américain assez effrayant, où l'Amérique est si vaste, vous voyez. Si vous regardez vos nouvelles, par exemple, à la télé et tout ça, c'est effrayant le peu de nouvelles de l'étranger qu'il y a, n'est-ce pas? La façon dont l'Amérique est tournée sur elle-même, ou vers l'étranger dans la mesure où ça la concerne directement. Par exemple, moi je me souviens avoir dit à des Américains que le pneu à carcasse radiale, Michelin, tout ça est une invention française, ils doivent le savoir maintenant que Michelin est devenu... Mais il m'a rayonné, ce type, il m'a rayonné, mais c'est pas possible, etc. C'est une bonne blague, je veux dire. Il lui paraissait absolument invraisemblable. Et ça, facilement, l'Amérique est un peu comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article dans un Télérama récent à propos du vin de Bordeaux, écrit par Jean-Paul Kaufmann. Et alors, il fait référence à vous. Ah oui, à propos de l'indifférencié. On sait que depuis la nuit des temps, les hommes ont peur de tout ce qui est indifférencié. Il faut faire une distinction. Le philosophe René Girard a très bien expliqué la tragédie que suscitait dans les sociétés anciennes l'apparition de jumeaux. Deux individus surgissent là où un seul est attendu. Dans une tribu primitive, il fallait que l'un d'eux disparaisse. Mais justement, à Bordeaux, nous ne sommes pas chez les barbares, c'est même le contraire. Dans les sociétés évoluées, en effet, les jumeaux passaient pour une source de bénéfices extraordinaires. Bordeaux est une ville extrêmement civilisée qui non seulement tolère l'homonymie du vignoble qui l'entoure, mais fait de cette redoutable duplication le fondement même de sa prospérité et la source de son renom. Parce que c'est toute une analyse sur le fait que le vin, justement, s'appelle comme la ville. Oui. Ah oui, au fond, c'est le seul qui s'appelle. Oui. Oui. Quelle impression ça vous fait tout de même qu'un journaliste comme Kaufmann fasse référence à votre œuvre, comme ça, dans un article? Écoutez, je suis très content, ça me fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Les écrivains aiment beaucoup être cités. Et je dirais même que les professeurs aussi, vous savez, parce qu'aux États-Unis, on pèse les professeurs à partir des citations. Et en littérature, ça fait mal, dans les sciences, les citations sont toutes répertoriées. Et littéralement, on peut savoir combien de fois un article a été cité. Et c'est à partir d'un article qui a été cité 40 fois dans notre recherche, par exemple Votant, un article qui n'est pas cité, ne vaut rien du tout. Et c'est tout à fait étonnant, vous voyez. Alors on fonctionne dans l'opinion publique, on dit les médias. Mais l'université aujourd'hui, en tout cas, fonctionne de la même manière. D'une certaine façon, a toujours fonctionné comme ça. Parce que, si vous voulez, la réputation scientifique de l'individu, c'est le prestige qu'il a, c'est la façon dont il est cité. J'imagine tout de même que le salaire n'en dépend pas. Si. En fait, le salaire dépend principalement de cela. Vous voyez, à mon avis, c'est la meilleure chose des universités américaines.
Et évidemment, ça donne lieu à des abus extraordinaires, parce qu'on dit qu'il y a des gens qui se renvoient à l'ascenseur, je veux dire, qui se publient les uns les autres. C'est tout de même pas une garantie de qualité de pensée, d'être cité par les médias. Absolument pas. Non, mais regardez par exemple pour les professeurs, même ici, on titularise les gens lorsqu'ils ont publié un livre. Et alors au fond, qui décide de la publication? L'éditeur. Donc si on regarde comment ça se passe, et c'est encore plus vrai aux États-Unis, on donne le pouvoir de titulariser les professeurs aux éditeurs. Mais personne ne le dit, mais sociologiquement, ça fonctionne comme ça. Vous voyez? Je crois que dans l'ordre intellectuel, il n'y a pas de bon système. Tous les systèmes, on les tourne, et tous les systèmes sont toujours mauvais, bien entendu, très vite. Mais je pense qu'à tout prendre, je préfère ça que la popularité auprès des étudiants, qui est très importante aux États-Unis. C'est le second truc. Si vous avez beaucoup d'étudiants, on compte. Et puis, nos étudiants, à la fin du cours, nous notent. N'est-ce pas? Tout de même, c'est terrible d'être à la merci du jugement de ces étudiants, parce que ça veut dire que c'est la porte ouverte aussi à toute démagogie de la part de l'enseignant. C'est la porte ouverte à toute démagogie de la part de l'enseignant, et à mon avis, c'est le plus grave. Et je crois qu'en ce moment, il y a une certaine décadence de l'institution universitaire dont il faut parler sous les effets de cette démagogie. Donc vous êtes critique? Je suis critique, je pense. Je ne suis pas du tout réactionnaire, je pense, parce que moi j'adore les rapports, je voudrais supprimer les cours et avoir des rapports seulement de copains avec les étudiants, avec les meilleurs, on a ces rapports. Cette démagogie, eux, ils s'en rendent pas compte. Ils deviennent des tyrans sans s'en rendre compte, parce qu'ils sont trop jeunes pour avoir des points de repère, ils sont innocents. Vous dites que vous n'êtes pas réactionnaire et pourtant on vous a étiqueté un petit peu, certains vous ont étiqueté comme ça. Oui, mais aujourd'hui j'ai plus peur de rien. Alors je pense que sur certains plans, on peut dire qu'effectivement j'ai des idées un peu conservatrices, par exemple en éducation. Je pense que certaines formes de hiérarchie avec les jeunes sont un petit peu nécessaires. Si vous enlevez tout prestige au professeur d'éducation primaire ou de lycée, il est fichu. Je veux dire, il est vraiment, c'est la meute hurlante qui lui aboie au mollet et qui le dévore rapidement, ou ça peut être ça, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de doute que dans les écoles secondaires américaines, vous avez énormément de ça dans les grandes villes, n'est-ce pas? Vous dites que vous avez une crise, vous traversez une crise à chaque livre. Oui. De quelle crise s'agit-il? J'ai l'impression que c'est raté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de curieux, parce que il est vrai que je suis un homme qui pense de façon assez systématique, et depuis que mes idées sont formées, j'en découvre de nouveaux pans, mais je ne découvre rien qui remette vraiment en question les fonds de mon truc. Au contraire, en ce moment, je suis en train de lire l'épopée indienne, Mahabharata. Je pense à mon prochain livre, je vais beaucoup utiliser l'Inde, vous voyez, parce que l'Inde a un répertoire tellement prodigieux qui va des Védas, le plus sacrificiel, passant par les Brahmanas, qui sont alors une théorie très élaborée du sacrifice, et puis l'aspect anti-sacrificiel des grands mysticismes, et puis malgré tout ces œuvres littéraires gigantesques, comme le Mahabharata. Et voilà, c'est prodigieux. Alors, j'ai oublié votre question. Moi aussi. Non, la question c'est la crise. Alors voilà, je retrouve toujours dans les textes mes thèmes principaux. Mais lorsque je vais commencer à m'occuper des hindous, tout va tomber dans le chaos. J'ai des tas d'éléments absolument prodigieux. Mais l'organisation de ce truc-là n'est jamais la même. Il y a un chemin particulier qu'il faut trouver chaque fois. Et ça m'exaspère d'avoir à le trouver pour que ça marche vraiment, à mon avis, dans ma vision au point de vue littéraire. Et ce qu'il y a d'étrange, justement, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que l'expérience et l'habitude n'apportent absolument rien. Absolument rien. Parce que je vois sur Shakespeare, j'ai passé par des transes, j'avais l'impression que c'était tellement évident, tellement simple, qu'on pouvait suivre l'ordre chronologique des pièces pour toute la première partie, tout ça, c'est vrai jusqu'à un certain point, et en même temps ça n'apporte rien sur le plan de l'écriture. Vous voyez? Alors, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors cette crise a lieu, et parfois il y en a plusieurs. Que répondez-vous lorsqu'on vous dit que vous êtes un homme obsessionnel, l'homme d'une seule idée fixe? Alors, ça ne me gêne pas du tout, parce que moi, je voudrais la fixité de certaines idées, je cherche l'idée fixe. C'est le titre
d'un travail extraordinaire de Paul Valéry. Je veux dire, l'idée fixe, ça ne me gêne pas du tout. Puis alors, je peux dire que on m'accuse d'être réductionniste, idée fixe, etc. Effectivement, je crois en la pensée. Et la pensée, ça consiste à prendre des matériaux très divers et à essayer de les simplifier et de trouver des principes communs. Si la pensée ne fait pas ça, si elle part du simple pour chercher à aller complexe, c'est plus de la pensée. C'est peut-être de l'art, c'est peut-être du jeu, c'est peut-être tout ce que vous voulez, mais c'est pour ça que je me sens bien dans ma peau dans l'institution universitaire, parce que j'ai l'impression que je crois d'une certaine manière en sa fonction de recherche. Vous voyez. Alors ce qui choque mes collègues, c'est que le tour religieux de mon travail et le tour scientifique ne font qu'un. Ça paraît assez aberrant, vous voyez, mais c'est comme ça, vous voyez. Alors, ou bien je suis fou, ou bien peu à peu on prendra conscience du fait que c'est possible. Moi, je crois que nous allons vivre dans des sociétés de plus en plus égalitaires, et c'est fondamentalement bon. Moi, ça ne me gênerait pas du tout de vivre même dans un univers où les gens seraient tous habillés pareil. Je trouve que c'est tellement agréable, un simplificateur. Mais enfin, je ne dis pas qu'il faut nécessairement le faire. Hein. Si on pousse plus loin, il n'y aura plus d'hommes, plus de femmes. Plus d'hommes, plus de femmes. Oui, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, souvent, c'est un peu comme ça. Et c'est très peu important, finalement, dans la vie, les choses sociales, par rapport au destin individuel. Moi, je crois que la chose grandiose du religieux, c'est qu'elle vous dit que tu es unique à un niveau que tu soupçonnes même pas. Et toutes ces histoires de la vie en commun, ou même des œuvres, du succès avec l'argent, etc., c'est rien du tout à côté de ça. Alors c'est très difficile à croire hein, dans notre univers, mais c'est fondamental. Et à mon avis, c'est vrai. C'est-à-dire donc les gens ont un souci terrible pour des choses qui n'en valent absolument pas la peine. Et en même temps, la religion dit quoi que tu fasses, il faut que tu le fasses bien, parce que tu as des responsabilités vis-à-vis des autres et du monde. Oui. Donc il me semble qu'on va vivre dans un univers où on pourra de moins en moins s'en passer, d'une certaine manière. Le bon plaisir de René Girard. Kierkegaard a dit que ce qui avait le plus profond et le plus spécifiquement biblique et chrétien, c'était l'invention du péché originel. Et je pense, le péché originel, je pense que Shakespeare le dit, c'est les rapports entre les hommes. Et c'est toujours des rapports, d'ailleurs, la scène de la Genèse, Caïn et Abel, c'est les rapports entre les hommes. C'est l'impossibilité pour les hommes de s'entendre. Rien n'est plus libérateur que le péché originel. Si vous n'avez pas de péché originel, vous avez à votre propre égard des exigences insoutenables. Chaque homme s'imagine qu'il est le seul à avoir le péché originel en lui et que tous les autres sont bienheureux autour de lui. Une émission proposée par Marion Thibat avec Milan Kundera, écrivain, Jean-Michel Gourlian, psychanalyste, intervieweur de René Girard dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, auteur de Un mime nommé Désir chez Grasset, Jean-Pierre Dupuis, économiste et philosophe, auteur de L'enfer des choses, en collaboration avec Paul Dumouchel, au Seuil, Pierre Saint-Amand, enseignant à Stanford, Françoise Gronde, directrice artistique de la Maison des Cultures du Monde de Paris. Groupe de réalisation, Thierry Ponce, Alain Claudel, Bernard Manteau, Claude Jubier, Jean-Marc Aringoni. Archivina, Yves Builly, coordination, Françoise Raymond.